En 1997, le commandant Cousteau, cinéaste et marin adoré des Français, s'éteint à l'âge de 87 ans. Mais au moment de sa succession, stupeur, il lègue tout son héritage à Francine, qui l'a épousé 6 ans plus tôt, laissant donc Jean-Michel, son fils aîné, né d'une première union, complètement déshérité. Démarre alors une véritable guerre pour l'immense patrimoine du commandant. Entre d'un côté, Francine, et de l'autre, Jean-Michel et les petits-enfants de Cousteau. Et tous les coups sont permis. Jusqu'où ira cette guerre pour l'héritage du commandant Cousteau? Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, comme tu le vois, on va parler du commandant Cousteau. Je tiens à te dire que déjà j'ai écouté cette émission. Et je me sens un petit peu, comment dirais-je, nostalgique. C'est très étrange. Faut que tu saches que j'adorais Cousteau quand j'étais gosse. J'ai eu la chance, en fait, ça a bercé mon enfance. Mais j'étais petit, donc j'en ai à la fois des souvenirs et à la fois j'ai été consommateur jusqu'à son décès. Décès qui malheureusement l'a fait totalement disparaître des radars. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait marqué. D'ailleurs, pour tout te dire, j'ai vu le film Cousteau. Je suis allé le voir parce que je suis vraiment... C'est quelqu'un qui m'a toujours touché. Moi, j'aime la mer, j'aime l'eau. Enfin, voilà, il y a un truc qui... Bon, bref, on va pas rentrer là-dedans, mais tu m'as compris. Et c'est vrai que j'ai toujours été attiré par Cousteau. Pourquoi? Parce que je me suis toujours dit, à un moment donné, quand il était là, il était très présent. Tout le monde le connaissait, tout le monde le voyait. C'était vraiment quelque chose de... C'était quelque chose, quoi. Et dès qu'il est décédé, il a disparu. Mais alors, disparu complètement des radars. C'est-à-dire que, voilà, mais moi, quand je suis né, il faisait partie du paysage. Et je me souviens, quand il est mort, ça m'avait interpellé. Cousteau a disparu des radars. Il n'y avait plus rien le concernant. Et ça m'a toujours énormément marqué. Donc, j'étais allé voir le film pour justement en savoir un peu plus sur son histoire. Le film m'avait quand même pas mal marqué parce que il m'a renvoyé une image de Cousteau qui n'était absolument pas celle que j'avais. Comme quoi, et je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là, l'image que l'on voit à l'écran peut être très différente de la réalité de la vie de quelqu'un. C'est marrant parce qu'en fait, finalement, quand j'y repense, tu vois, je pense qu'on va en reparler dans l'émission, mais en fait, Cousteau, tu voyais rien de lui. Il partageait sa passion dans la mer et c'est toi qui fantasmais le reste de la personne tout seul et on fait tous ça. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que j'ai redécouvert au travers du film plein de choses et je tiens à te le dire avant de commencer. Cette émission, je vais très peu la couper, même si je vais quand même la couper. Mais au final, j'ai encore appris des choses dans cette émission qui n'étaient pas dans le film, qui m'ont bluffé. Et qui m'ont fait me dire que vraiment, mais alors vraiment, là on est vraiment sur l'exemple, ou plutôt le contre-exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire sur un héritage. C'est-à-dire que là, tu as vraiment quelqu'un qui s'est jamais occupé de son héritage, ou alors qui s'en est occupé, mais pas comme il fallait. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail non plus, on va avoir l'occasion d'en parler. Mais quelqu'un qui a un très gros héritage, qui a fait des choix plus que discutables, et à l'arrivée, on se retrouve avec des héritiers, lésés d'un côté, avantagés de l'autre, enfin bref, un délire total. Et malgré tout, moi, en tant que humble spectateur, léger analyste, à mon sens, un gâchis considérable parce que un héritage pas du tout exploité à sa hauteur qui aurait toujours une place aujourd'hui. Parce que là, tu vois, je fais cette émission. C'était pas celle que j'avais prévu de faire d'ailleurs pour être honnête avec toi, mais bon, passons. Et en la faisant, je me dis, mais je me taperais bien un Cousteau avec ma fille, quoi, tu vois. C'est un peu vulgaire ce que je viens de dire, mais je regarderais bien un des films de Cousteau avec ma fille parce que tellement j'y passais de bons moments en les regardant quand j'étais petit, tellement j'apprécierais partager ce moment-là avec elle, tu vois. Tout ça pour dire que ça reste quelque chose d'intemporel dont on n'en entend même plus parler et je me suis même amusé, je te le dis direct, à aller sur YouTube pour voir parce qu'aujourd'hui, légitimement et très facilement, on pourrait développer une chaîne YouTube autour de ce qu'a fait Cousteau avec tout ce qu'il a filmé. Il y a même 80% à mon avis de ce qu'il a filmé qui apparaît nulle part. Eh bien, il n'y a rien, c'est le néant. La chaîne, dis-toi que c'est quand même ouf, la chaîne YouTube de Cousteau, elle est plus petite que la mienne. C'est inimaginable pour moi. C'est un mec, on le connaît tous, ma génération, on a tous vu Cousteau au moins une fois, on sait tous qui c'est. Si je te dis l'équipage de la Calypso, le sous-marin avec la bulle, enfin moi c'était un peu mon Jules Verne à la télé, tu vois. C'était le délire total. Et quand je vois le gâchis total, vraiment c'est une émission où je vais te le répéter tout le long et je te le dis dès le départ. Donc déjà, construis-toi un patrimoine pour avoir un héritage, mais surtout, prépare ton héritage et prépare la transmission pour que ça perdure. Parce que si ça se terminait comme ça, pour moi, ça serait... il n'y a pas de mots, quoi.
construire quelque chose pour que ça finisse comme a fini l'histoire de Cousteau, c'est un grand gâchis. Mais avant qu'on rentre dans l'histoire du commandant Cousteau, je te rappelle que tu peux aller sur le site immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Dans l'onglet podcast, il y a mes podcasts. Et l'onglet n'existe plus, c'était une blague. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Tu cliques et tu les reçois dans la boîte aux lettres. Dans l'onglet coaching, on travaille ensemble. Et là, pour quelques temps maintenant, dans l'onglet séminaire, il y a un séminaire. Oui, oui, tu vas dans l'onglet séminaire, tu cliques. Et pour une poignée d'euros, tu passes une journée avec moi à Nîmes. Alors, dans un endroit exceptionnel, face aux arènes, tu peux tout faire à pied, tu peux venir en train, voie rapide, 2h50 de TGV, tu es chez moi, et tu passes une journée en octobre, pendant l'été indien, presque au soleil, dans des conditions exceptionnelles, à parler avec tout mon réseau d'immobilier. Bah, tu fais comme tu veux, mais moi j'y serai, et c'est le 7 octobre. Après, sinon, tu prends le téléphone d'un ami, tu l'abonnes sauvagement à l'émission, ou alors tu laisses des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes, parce que c'est encore ce qui m'aide le mieux. Sans plus de transition, Patrick, accroche tes ceintures. Si tu es de la même génération que moi, moi ça m'a fait bizarre d'écouter cette émission une première fois parce que oui, je l'ai écoutée. Je suis bougon. Voilà, je suis bougon, ça ne me convient pas. C'est vraiment du gâchis et vraiment, je vais insister, mais je vais faire que ça tout le long parce que la répétition, c'est l'apprentissage. Tu n'as pas intérêt, mais alors vraiment pas intérêt à faire ça pour ton patrimoine. Je le prendrais très mal. Si tu m'as écouté une fois dans ta vie, surtout cette émission, et que tu ne prépares pas ton héritage, que tu ne prépares pas tes enfants, que tu ne fais pas en sorte qu'ils puissent reprendre la suite et que ça puisse vivre après toi, franchement, je t'en voudrais. Mais vraiment, pour des générations et des générations. Nous sommes dans les années 30, sur la Côte d'Azur. Jacques-Yves Cousteau est un jeune officier de marine d'une vingtaine d'années. C'est ici, près de Toulon, que l'homme qui deviendra plus tard le commandant au bonnet rouge tombe amoureux de l'océan. Cousteau, quand il découvre la mer, et d'abord c'est quelqu'un qui est passionné par l'eau, qui aime nager, mais qui est aussi un ingénieur, un inventeur. Ah, il était fascinant, parce qu'il était d'une grande intelligence et il racontait toujours plein de choses. Et puis particulièrement avec les femmes. Peut-être que les hommes n'étaient pas aussi fascinés, quoique oui. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui succombaient à son charme aussi. Alors là, quand on te dit que c'était un ingénieur, c'était vraiment un ingénieur. C'est-à-dire que le scaphandre autonome, c'est le commandant Cousteau. Le précontinent 1, 2 et 3, c'est le commandant Cousteau. Alors je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le précontinent. C'était cette espèce de... Je ne sais même pas comment expliquer ça. Tu imagines des cylindres d'acier de 5 mètres de long et de 2,5 mètres de diamètre qui servent de logement sous l'eau. Alors on parle d'océanotes, des océanotes, les premiers océanotes. Et donc il invente cette espèce de système finalement pour, entre guillemets, vivre sous l'eau. Tu vois, ça fait un peu, habitation lunaire, tu sais, une espèce de dôme avec des branches, tu circules entre tous les éléments et ça te permet d'observer en fait l'environnement et puis de t'y trouver finalement. Et donc voilà, ça s'appelle, donc si jamais tu tapes le nom sur internet, tu as envie de voir, c'est le précontinent. Donc il y en a eu une première version, une deuxième version et une troisième version. Il a bien évidemment inventé les caméras sous-marines pour pouvoir filmer sous l'eau, la soucoupe de plongée, la puce de mer et le turbo-voile. Bon, je te laisserai regarder tout ça, on va pas parler. Moi, ce que je veux mettre en avant, c'est qu'on ne parle pas que d'un explorateur, on ne parle pas que d'une personne qui semblait avoir la tête dans les étoiles. Tu vas voir que c'est vraiment le Cousteau, c'est vraiment un petit peu ce que je t'ai dit dans les précédents héritages, c'est vraiment la personne qui a réussi à tout regrouper autour de sa passion. Sa passion, comme ils le disent, c'est la mer, et il a adjoint à sa passion tout ce qui le passionnait. Et quand je dis tout, c'est tout, sans aucune limite, les inventions, le cinéma, l'exploration, enfin bref, une carrière exceptionnelle qu'on pouvait voir à la télé. En 1936, Jacques-Yves Cousteau, 26 ans, rencontre celle qui sera sa femme pendant plus de 50 ans, Simone. Le couple se marie un an plus tard et de cette union naissent 2 enfants, Jean-Michel et Philippe. Cousteau a été l'officier de marine dont elle est tombée amoureuse très tôt parce qu'elle avait 17 ans. Ils se sont mariés, elle avait 18 ans. Lui, il avait 10 ans de plus. Et elle a été... elle a eu la chance d'avoir ce type complètement
fou. Véritable loup de mer, le commandant Cousteau sillonne les océans à bord de son navire, la Calypso. Passionné de cinéma et de plongée, il est l'un des premiers au monde à filmer les fonds marins. Alors ça pourrait paraître anodin l'histoire avec sa femme, pourtant tu vas voir ça a une importance capitale et tu le ressens plus dans le film. Sa femme va vraiment le soutenir tout au long de sa carrière et là comme c'est raconté, je trouve que c'est assez mal raconté. En vérité le commandant Cousteau, surtout à ses débuts, il galère. Il faut quand même le savoir, c'est vraiment une vie de galère du début jusqu'à la fin et tu vas le voir tout à l'heure, on va un petit peu en parler. Sa femme, à différents niveaux, elle va le soutenir et c'est grâce à elle que l'aventure commence en fait. L'aventure à bord de la Calypso, les fonds marins. La Calypso, c'est un sujet bien à part. On va avoir l'occasion d'en reparler tout au long de cette émission. Donc tu le gardes dans un coin de ta tête parce que tu verras que ça te montre aussi d'ailleurs que l'argent n'est jamais l'enjeu en fait. Le commandant Cousteau n'avait pas d'argent. Donc là tu dois te poser la question de comment il a eu le bateau. Tu vas voir comment il a eu le bateau. C'est absolument pas comme tu l'imagines. Et comme quoi, quand tu as un projet, et c'est vraiment, c'est un truc qu'il faut entendre quoi. Quand tu as un projet viable, ben, ça fonctionne en fait. C'est jamais l'argent le problème, c'est toujours le projet. Ok ? Donc revenons maintenant au sujet. D'un côté sa femme, de l'autre côté finalement une volonté de partager sa passion des fonds marins, partager au travers de quoi sa passion le cinéma. On cumule les deux et ben on se dit quoi ? Tiens, je vais filmer dans l'eau. Et du coup on arrive à créer des inventions. Et là tu te rends compte que finalement tu peux partir de n'importe quoi pour arriver à une bonne idée. La vie, c'est souvent comme un jeu de Lego. D'ailleurs, c'est très marrant. Tu mets deux personnes dans deux pièces différentes avec des Lego. Tu leur donnes exactement les mêmes pièces de Lego et chacun ne fera pas la même construction. Ça te montre que c'est notre singularité, notre individualité qui derrière crée la différence. Et finalement, notre histoire est ce que nous sommes. Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que c'est pareil avec l'argent. Et ça veut dire quoi encore ? Ça veut dire que ce n'est pas le facteur déterminant de la carrière de quelqu'un, le fait qu'il ait ou pas de l'argent. Le facteur déterminant de la carrière de quelqu'un, c'est qu'il trouve, ou plutôt qu'il s'oriente vers les éléments pour lesquels il sent une aspiration profonde, il se sent épanoui avec et il va pouvoir s'y éclater. Et c'est ça qui va faire que certains vont y arriver et d'autres pas. Les premiers films de Cousteau, c'est plus qu'une révolution. Avant Cousteau, la mer, c'est 360 millions de kilomètres carrés d'une surface sous laquelle se cache un monde que personne n'a jamais vu, ou juste entrevu. Et là, tout d'un coup, il ouvre ce monde. Il n'y avait rien avant Cousteau. Donc c'est vraiment un Graal, les fonds sous-marins. Et lui, il nous a ouvert une sorte de beauté, de découverte absolue. Mais à ses débuts, le commandant Cousteau manque d'argent pour ses projets cinématographiques. Sa femme, Simone, elle aussi aventurière dans l'âme, va alors puiser dans son propre patrimoine familial pour créer la Fondation Cousteau, qui financera leurs expéditions. La famille de Simone a beaucoup aidé et contribué parce que c'était des gens qui avaient de l'argent. Et puis elle a vendu des fourrures, des choses pour financer. Alors bien sûr ici les mauvaises langues me diront « Ah mais oui, regarde, il avait la famille de sa femme qui ont pu le soutenir. » Mais moi personnellement, je ne le vois pas comme ça en fait. Je pourrais même mettre de l'argent sur la table que s'il n'avait pas eu la famille de sa femme pour le soutenir, il aurait trouvé du soutien. Et qu'en définitive, certes, alors je ne referai pas l'histoire, c'est la famille de sa femme qui l'a aidé et certes ça l'a avantagé et ça lui a permis de commencer. Mais crois-moi, dans toutes les histoires qu'on va continuer de voir dans cette série des héritages, tu te rendras compte que ce n'est jamais l'argent l'enjeu. L'enjeu c'est, comme ça a été dit ici, il a eu la chance de se dire je vais filmer finalement le dessous de la mer, je vais le rendre accessible au grand public et je vais me faire une notoriété avec ça. Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant parce qu'au regard de ce reportage, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Il y a une femme qui parle tout le long du reportage et qui délivre des éléments relativement intimes sur la vie de Cousteau. Et cette femme, c'est l'auteur du commandant Cousteau. Et ça devrait t'interpeller parce que regarde, qui, alors qu'il n'a pas d'argent, va tout de suite chercher à prendre un auteur pour, quelque part, l'aider dans l'écriture et la romance de ses documentaires. Le mec filmait des documentaires. Il n'avait absolument pas besoin au départ d'un auteur. Or, il a cherché à obtenir un auteur pour rendre finalement ses aventures plus, accessibles au grand public, pour arriver à les toucher de la bonne manière, c'est-à-dire en utilisant le format qui va permettre à ce que ce qu'il a à dire et à montrer se répande au plus grand nombre. Et c'est grâce à cet auteur, entre autres, que est devenue l'aventure Cousteau telle que moi je l'ai connue et que d'autres ont dû la connaître.
qui aujourd'hui d'ailleurs, encore une fois, à mon grand désarroi, a disparu des radars. Et ça te montre que c'est à un moment donné ta capacité à aller chercher la personne qui n'est peut-être pas la plus évidente ou qui paraît pas être la plus nécessaire du monde, mais qui va transformer le projet pour lui donner une dimension encore jamais vue, qui va faire ta réussite ou pas. Et à quel moment dans la phrase que je viens de dire, il était besoin d'argent? Regarde, on peut même pousser le vice. Je pourrais même imaginer que cet auteur, elle n'a pas été payée au début. Moi, je n'aurais pas de problème à dire, regarde, ça c'est mon projet, voilà ce que je veux faire, est-ce que tu m'accompagnes? Oui, au départ, je ne peux pas te payer, mais si ça marche, t'inquiète, on sera tous largement payés, plus que de raison. Mais n'importe quel auteur prendrait ce risque. Parce que c'est un cheval sur lequel tu paries. Et qu'est-ce qu'elle a dit à un moment donné? Elle a dit, elle a eu la chance de se marier avec un mec qui était fou. Non mais, tu réalises la phrase dans la bouche de cette femme? Ça te montre qu'à un moment donné, ça n'est pas la raison qui nous motive. Ça n'est pas la rationalité qui fait qu'on va prendre un chemin plutôt qu'un autre. C'est justement les décisions irrationnelles. C'est justement tout ce qu'on va faire qui n'a pas de prise avec la commune mesure des choses qui va nous amener à des résultats et à des découvertes que personne n'oserait imaginer. Et Cousteau, moi, le nom de Cousteau, il est associé au capitaine Nemo, aux aventures. Moi, je te parle et je revois les images où ils jetaient leur espèce de mini sous-marin là à l'arrière du bateau pour aller sous l'eau. Je vois l'émission des requins qui avait moi-même changé l'image que j'avais des requins. Parce qu'il avait fait une émission sur la fin d'ailleurs où il voulait montrer que les requins n'étaient pas autant des prédateurs que ce qu'on disait. Il militait pour qu'on les défende. C'était vraiment exceptionnel comme émission, quoi. Et ça passait tout le temps à la télé, tout le monde regardait ça, c'était un truc de fou, quoi. Et c'était une émission qui était génialissime à voir. Bref, tout ça pour te dire que comment il a réussi à le faire? Avec sa femme en sacrifiant des objets personnels, en sacrifiant peut-être aussi des dons que sa famille aurait fait à d'autres œuvres pour ce qui ne s'apparentait pas au départ à une œuvre, et pour aussi quelque part le rêve d'un homme qui avait pas les moyens de ses ambitions à ses débuts. Est-ce que toi, tu aurais parié sur le cheval? C'est moins sûr. Mais toujours est-il que lui, en tout cas, il est parti plein fer dans cette direction. Il a trouvé des gens qui l'ont suivi, qui n'étaient peut-être pas forcément payés à la hauteur de ce qu'ils auraient dû être au début, mais qui ont voulu faire partie de l'aventure. Et tu vas voir, au bout d'un moment, arriva ce qui devait arriver. Au fil des années, grâce à ses reportages sous-marins, le commandant Cousteau gagne en notoriété. Il rencontre alors son premier grand succès en 1956 avec son documentaire Le Monde du Silence, co-réalisé avec Louis Malle. C'était tellement éclatant et ambitieux ce qu'il a fait que son Monde du Silence a été primé à Cannes. On n'avait jamais vu ça, parce que c'était un documentaire. Hein. Le Monde du Silence, qui a été le choc qui a bouleversé la planète. C'est pas pour rien qu'il a eu une Palme d'Or, c'est pas pour rien. Au milieu d'un parterre de vedettes internationales, la Palme d'Or a été décernée au Monde du Silence, tourné par le commandant Cousteau dans les fonds sous-marins. Le succès est au rendez-vous. Au point que chaque semaine, une émission de télévision est consacrée à la diffusion des reportages du commandant Cousteau. On était comme des dingues à l'époque. Ça se passait le dimanche après-midi à la télévision et on était tous comme ça en train de regarder Albert Falco jouer avec son copain Jojo Mérou. C'était génial. Et pour moi qui, le dimanche après-midi, enfant, regardais ça, avec Jojo le Mérou et autres artistes associés, c'est vrai que les campagnes océanographiques françaises, c'était une espèce d'entité, un peu comme les Beatles ou les Rolling Stones, mais des mers. J'ai participé à 25 expéditions, j'ai été plongeur, j'ai été scientifique, j'ai même été dans certains cas chef de mission. Et ces missions m'ont amené avec toute l'équipe à aller de l'Atlantique au Pacifique, du Pacifique à l'océan Indien. Beaucoup d'aventures et d'explorations un peu fantastiques. Cette émission, elle me fait bizarre en fait. J'ai l'impression que cette France-là, elle est morte. Je suis désolé, hein. Ça va te choquer ce que je suis en train de dire, mais c'est dingue en fait. J'ai connu cette époque en fait. J'ai connu la fin de cette époque. J'ai connu cette époque où on était encore dans l'innovation, on était encore quelque part, on n'était pas leader parce que déjà à l'époque les Américains avaient déjà pris cette place, mais on n'était vraiment pas loin derrière. Le Concorde, le commandant Cousteau, tous ces gens étaient là et il n'y avait pas ce recroquevillement que je ressens aujourd'hui. Je m'excuse complètement de ce que je suis en train de faire, c'est pas bien du tout. Mais là, le passage que je viens d'écouter, alors déjà, je voudrais resituer les choses.
on vient de résumer 10 ans de galère. Il faut que tu saches que le commandant Cousteau, comme ils le disent, il n'a pas eu son succès immédiat. Il a galéré. Et à un moment donné, il fait cette espèce de documentaire extrêmement ambitieux qui est qui est un coup d'éclat au Festival de Cannes, pour lequel il reçoit, réalise quand même, je ne crois pas que je sais pas de quelle est ta génération ou si tu suis le Festival de Cannes, ça fait très longtemps qu'un documentaire n'a pas été salué et n'a pas reçu un Oscar, enfin c'est pas un Oscar d'ailleurs, bon bref, une palme d'or au Festival de Cannes. Donc tu comprends ce que je veux dire? Donc ça veut dire vraiment que là on est sur un résultat de très haut niveau, quasiment inattendu pour un documentaire et un océanographe. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais je crois que c'est ça. En tout cas, Cousteau pour moi c'est un océanographe. Bon bref, peu importe. Pour le commandant Cousteau. Et on est sur quelqu'un qui, comme tu vas le découvrir, va polariser la planète entière parce qu'il arrive et il a cette aura. Il avait une aura. C'était un mec qui avait quelque chose. Indépendamment du bonnet rouge, du symbole, de tout ce qu'il avait réussi à créer autour de lui, il était grand, il avait ses lunettes, il avait ce tempérament. Tu sentais en lui... En fait, tu sais, il y a des gens comme ça, tu les écoutes parler et tu n'as pas besoin de les connaître en fait. Tu sais déjà comment ils sont parce que ça transpire. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien quoi. C'est brut de décoffrage. Le mec, tu le poses devant toi, tu pourrais lui confier ta vie quoi. Et avec Cousteau, il était comme ça. Moi, quand j'étais gamin, ce mec me fascinait. Mais vraiment, j'étais pas fan, j'étais pas une groupie, mais c'était un truc que j'adorais regarder. Je demandais à ma mère de m'acheter les cassettes vidéo. Je regardais tout son travail. Je veux dire, personne ne pouvait être indifférent face à tout ce qu'il faisait. Et c'était tellement bien amené, présenté. Il y avait l'équipe. Enfin, j'aimais tout quoi. J'étais pas fan, mais j'aimais tout. Je sais pas comment dire. Peut-être que j'étais fan en fait et que je suis un fan qui s'ignore. Et ce qu'il y a de certain, c'est là où je veux t'amener, c'est que autant de travail transpiré à la caméra, sa personnalité, l'équipage, tout crevait l'écran en fait. Tu pouvais pas ne pas voir que ce gars, il avait un background de fou autour de la mer, etc. Et quand il était en présence de gens qui en savaient plus que lui, il était respectueux, passionné. Alors que quand tu regardes les films, en fait, tu te rends compte que c'était un mec caractériel et compliqué à vivre. Mais ça, c'est ok, tu sais, c'est souvent comme ça en fait, en vrai. Moi, ce que je veux te dire au final, c'est quoi? C'est que le mec, il a bossé comme un fou. Et que quand il a récolté les lauriers de la gloire, qui ont été présentés ici de manière relativement succincte, il faut que tu mémorises et que tu gardes bien en tête qu'il y a eu énormément de galères et de problèmes techniques, d'où les inventions et tout ce qu'il y a eu derrière. Et que donc, on a vraiment quelqu'un qui, après avoir traversé finalement le désert, découvre la lumière de la gloire. Et c'est presque, j'ai envie de te dire, normal. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que arrête de vouloir courir avant de savoir marcher. Commence par marcher. Apprends à faire avant de faire. Ou alors fais, mais ne te surprends pas si tu te trompes. Et c'est tout. En tout cas, le commandant Cousteau, c'était vraiment, comme ça a été dit, une institution. Puisqu'après, tu vas le voir, on va en parler, hein, contrat sur contrat, télé sur télé, il s'est mis à conquérir le monde. Le monde, je ne sais pas si tu réalises. Durant près de 30 ans, le commandant Cousteau va parcourir les mers aux côtés de son épouse, Simone, et de son fils cadet, Philippe, celui qu'il considère déjà comme son successeur. Philippe était celui qui ressemblait le plus à Jacques-Yves Cousteau. Ils étaient proches. Certainement, Philippe se considérait un peu comme l'héritier cinématographique ou l'héritier océanographique. Et voilà, sans doute un peu comme le favori. Philippe, il avait l'esprit artistique, il avait l'esprit plongeur, il avait l'esprit aventurier de son père. Cousteau a toujours eu un faible pour Philippe. Mais en 1979, après des années d'expédition aux côtés de son père, Philippe, le fils adoré du commandant, décède brutalement à l'âge de 38 ans dans un accident d'avion. Philippe, quand il meurt, ça fait un choc terrible au commandant Cousteau parce qu'il y a ce fils. C'est toujours difficile de dire le fils préféré ou l'enfant préféré, mais c'est celui avec lequel il a le plus d'affinité. C'est sans doute celui avec lequel dans lequel il s'est toujours reconnu. Il y a quelque chose qui sera irrémédiablement brisé parce que Philippe était effectivement l'héritier naturel, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Pour surmonter cette épreuve, le commandant aux 120 films compte alors sur le soutien de son épouse, mais aussi sur celui de son fils aîné, Jean-Michel.
Donc là, j'ai quelque chose d'important à te dire. Si tu regardes le film, le décès de son deuxième fils, c'est vraiment la bascule au niveau du film, en tout cas le souvenir que j'en ai. C'est vraiment un moment très triste et là, tu prends vraiment conscience que la vie, c'est quelque chose de fragile. Alors, tu le savais déjà, hein, je m'attends bien à ce que c'est pas dans une émission de Immobilier Compagnie avec moi que tu vas découvrir ce que je suis en train de te dire. Mais tu te rends compte qu'en fait, d'abord, au travers de ce qui vient d'être dit, l'héritage à proprement parler n'est pas qu'une question d'héritier. Philosophique comme parole, mais tellement vrai. Tu peux avoir un héritage, de quelque nature qu'il soit, avoir des enfants ou un enfant, ou peu importe le nombre d'enfants que tu as, mais avoir des enfants ou un enfant, et que l'héritage que tu es constitué ne soit pas compatible avec l'héritier que tu es enfanté. C'est-à-dire que regarde là, on a vraisemblablement 2 enfants, avec un des 2 qui est prédisposé finalement à prendre la suite et la relève de l'héritage de Cousteau, et un autre, dont tu vas voir le parcours dans un instant, bien plus surprenant, qui n'a rien à voir, qui semble peu intéressé par l'affaire, au premier abord sans doute, et qui n'est pas présent, en tout cas, du vivant des 2 hommes. Puisqu'en fait, vraiment, quand tu t'intéresses au travail du commandant Cousteau, 120 films quand même, hein, ça forge le respect. Quand tu t'intéresses au travail du commandant Cousteau, tu te rends compte qu'il y avait vraiment le second fils avec lequel il y a réellement eu l'osmose et les retrouvailles ou la symbiose sur le projet qui ne s'avérait pas être tout à fait pareil avec le premier fils, l'aîné. Alors ça, c'est quelque chose malheureusement pour lequel on n'a aucune maîtrise et c'est pas bien ce que je vais te dire, mais ça n'est pas à l'enfant à s'adapter à l'héritage. Moi, je crois que c'est aux parents à adapter l'héritage à l'enfant. Et j'y crois de plus en plus dans le respect de la vie de l'autre, d'autrui, de notre enfant. Parce qu'en fait, c'est un vrai sujet. Si tu imposes un héritage à un enfant, tu lui imposes quelque part sa vie. Et si tu lui imposes sa vie, tu le prives du bonheur. Le bonheur, c'est d'avoir le choix et de choisir ce que l'on veut. C'est ça le bonheur. Pour moi, c'est ni plus ni moins que ça. Après, être capable de faire avec ce que l'on a aussi, certes, mais tu comprends ce que je veux dire. Qu'en gros, tu arrives à vivre ta vie. Alors que imposer l'héritage à quelqu'un, imposer la vie que représente l'héritage à quelqu'un, c'est quelque part, d'une certaine manière, le contraindre à mener une vie qui n'est pas choisie. Et donc à le priver d'une forme de bonheur qui est le choix. Mon opinion, une réflexion que je partage avec toi, une réflexion difficile, tant elle implique, au fond, au constructeur, au patriarche, de sacrifier quelque chose. Parce que si tu prends conscience de ce que je suis en train de te dire et que tu considères les desiderata de tes héritiers, tu acceptes en ton temps, lorsqu'il en viendra le moment de faire ces choix-là, de te dire, ok, bien peut-être que le patrimoine immobilier que j'ai, ma fille ou mon fils ne le voudra pas, et que donc je vais le vendre pour léguer l'argent dont il ou elle a besoin pour tel ou tel projet. Pas facile, mais néanmoins plus réaliste si on respecte la vie de ses enfants. Et voilà, après, je pense que tu ne peux pas contraindre quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. Et je pense que s'il y a quelque chose que Cousteau nous a légué, c'est l'amour qu'on a pour notre passion. C'est-à-dire, quand on est passionné de quelque chose, on a une forme d'amour pour cette passion. Et il faut à tout prix préserver cette passion. Il lui reste Jean-Michel, qui est son deuxième fils, mais qui est quand même beaucoup moins impliqué, qui à l'époque est architecte, je crois, en Californie, aux États-Unis, et qui a, il l'appelle. Le commandant Cousteau appelle son fils et lui dit Jean-Michel, si tu viens pas, j'arrête tout après la mort de Philippe. Jean-Michel rejoint alors la fondation et l'équipage de la très célèbre Calypso, le navire d'expédition de ses parents. Jean-Michel, derrière ça, a pris les choses en main et il a commencé à travailler sérieusement avec son père et à organiser toute une série de campagnes et de films dans lesquels ils avaient l'air de bien s'entendre tous les deux d'ailleurs. Oui, il aime la mer et bien que différent de son père, il a mené son équipe dans des endroits lointains et il s'est très très vite attaché à prendre la défense des océans et à montrer aux gens à la fois les beautés et les agressions qu'on infligeait à la mer. Et une fois encore, au nom de tous tes amis, merci Vic. L'aventure de mes relations avec mon fils,
c'est qu'il est devenu mon meilleur ami. Mais entre les deux hommes, la collaboration est parfois difficile. La mort de Philippe va créer un tel traumatisme, un tel chagrin et un tel choc chez Cousteau. Il s'est passé à partir de là quelque chose de terrible. C'est-à-dire c'est un peu comme si Cousteau reprochait à Jean-Michel d'être encore là, lui, alors que l'autre n'était plus là. Jean-Michel a été le mal-aimé, si je puis dire. Malgré ces dissensions, les expéditions du commandant Cousteau connaissent un nouveau souffle. Les missions scientifiques s'enchaînent et permettent ainsi de consolider le patrimoine de la Fondation Cousteau. Je viens de te dire qu'il ne fallait pas contraindre quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Et pourtant là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? À quoi on assiste? Finalement, on se rend compte que tout est possible. Est-ce que ça veut dire que pour autant, l'aîné s'est mis à aimer ce qu'il faisait pour le commandant Cousteau? Non, pour son père, pardon, pour son père. Non, pas forcément. Est-ce que ça veut dire que le fait qu'il y ait eu ce décès, ils se sont retrouvés plus proches? Non, puisque regarde, il y a eu des discordances, des distensions, des problématiques entre eux, ils ne devaient pas voir les mêmes choses. Et puis, qu'on le veuille ou non, encore une fois, comme je te l'ai dit, moi j'ai vu le film par curiosité, je n'avais pas vu ce reportage et je suis très surpris de tout ce que j'y ai trouvé. J'ignorais totalement que le commandant Cousteau avait le tempérament qu'il avait. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, là où je veux en venir, c'est que quand tu es face à quelqu'un de caractère, c'est compliqué de conserver, on va dire, des positions classiques. Tu fais bouger tes curseurs. Les gens qui ont du caractère ont la capacité à faire bouger les curseurs et à t'amener à des réflexions, à des décisions qui ne seraient pas celles que tu aurais prises. Mais tu le fais suite au décès d'un proche, parce que la situation est extrême. Et je te rappelle quand même que l'aîné était un architecte et que Philippe, celui qui est décédé, donc le second fils, lui était un aventurier. Et que donc forcément, passer de la vie d'architecte à aventurier par amour pour ton père, c'est un énorme sacrifice. Qui plus est, la vie d'architecte en Californie, je te laisse imaginer le changement de quotidien pour l'aîné. Donc c'est assez troublant de voir à quel point par amour on est prêt à faire certains sacrifices, certains changements dans nos vies. Et c'est assez troublant aussi de voir, et tu vas le découvrir dans cette émission, que ces changements, même s'ils nous marquent, même s'ils ont une importance pour nous, au final, on ne change pas notre nature profonde. Ce qui signifie qu'en fait, nous sommes ce que nous sommes. Ou autrement dit, ça veut dire que je te déconseille de lutter contre toi-même. Et donc, ça nous renvoie au début de l'émission, et c'est important pour moi de te le dire à ce stade. Imaginons que demain, tout comme le frère de Philippe, donc tu es le fils aîné du commandant Cousteau, ton frère meurt, j'en suis désolé, je ne te le souhaite pas, mais on va quand même imaginer cette scène, et tu as un appel du commandant Cousteau qui te fait venir. De manière tout à fait compréhensible, en tant que fils aîné qui vient reprendre la place du petit frère décédé, tu viens en essayant de faire du mieux que tu peux et en reprenant cette place qui est laissée pour vide et qui demande qu'à être prise sous peine que, comme l'a dit son père, qu'il arrête tout, ce que tu ne veux pas pour ton père. Bien, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que finalement tu cherches à reprendre la place de ton défunt frère ou est-ce que tu vas venir amener ce que tu es tout en essayant d'apporter ta propre personnalité au sein de l'aventure qu'on te propose? Tu as compris ce que j'essaie de te dire. Le message que j'essaie de t'envoyer, c'est que tu dois toujours rester en accord avec toi-même. Si tu es amené à faire des choses qui ne sont pas les choses que tu veux faire, au moins fais-les à ta façon. Tu comprends ce que je veux dire? L'idéal quand on fait quelque chose que l'on n'aime pas, c'est d'au moins y mettre sa patte, sa manière de faire, sa façon de faire pour justement accepter la situation qui, à prime abord, n'est peut-être pas acceptable ou complexe. Et ça, pour moi, c'est important de te le dire parce que, à mon sens, dans la mesure où tu arrives à rendre la situation plus cohérente avec ce que tu es, plus peut-être fun aussi, parce que quand tu vas amener des choses qui te plaisent, comme l'a fait Cousteau avec son projet, Cousteau il a amené le cinéma dans la mer pour rendre la mer attractive. Si tu arrives à faire ça, c'est là que tu vas avoir de la réussite et pas à un autre moment. Et ça, pour moi, c'est important que tu l'entendes. On faisait la mission et l'argent qu'on gagnait, ça nous permettait de continuer à naviguer avec la Calypso et de faire justement les recherches qu'on voulait nous. Comme on était le seul bateau sonographique, on travaillait pour le CNRS, on travaillait pour un certain nombre de sociétés. Et avec cet argent, Cousteau essayait justement de faire des films pour
montrer ce qu'il y avait d'autre sous la mer, des choses plus intéressantes peut-être que de faire du pognon, mais de montrer aux gens la richesse de la nature et la richesse de ce qu'il fallait protéger. Est-ce que tu as remarqué la stratégie du commandant Cousteau? Extrêmement intelligent. Le mec, indépendamment de ce qu'on peut penser de lui, était quand même un gestionnaire. Le gars était payé par le CNRS et il profitait de ses explorations scientifiques pour faire des films, pour rentabiliser en même temps que ses missions, ses déplacements. Et finalement, pour le commandant Cousteau, tout comme moi, 1 égale 2. Il avait un travail à faire, mais il produisait 2 résultats ou plusieurs résultats afin d'optimiser et de démultiplier ses finances. Très très malin et garde-le dans un coin de la tête. Si tu veux en savoir plus, tu t'appriches sur Amazon. Elle était facile celle-là. 1 égale 2, devenir riche sans argent, mon livre. Tu vois le truc? Le cinéaste est au sommet de sa carrière. Ses films se vendent à prix d'or et sont diffusés dans le monde entier. Il signe même, avec une chaîne américaine, un contrat record de 4 millions de dollars, soit 3 700 000 €. Il a eu Ted Turner, hein, l'ancien mari de Jane Fonda, qui est un richissime américain et qui, à un moment donné, il a fait un contrat fabuleux avec lui, qui leur a permis de tourner dans des conditions financières vraiment exceptionnelles. Il y avait très peu de gens à l'époque qui pouvaient faire du cinéma ou de la télévision, ou en tout cas du documentaire avec des sommes pareilles. La fondation reçoit également des donations de toutes parts. Il y a quand même aussi des dons qui arrivent, il y a des héritages qui viennent à certains moments de vieilles dames californiennes qui n'ont pas de famille et qui lèguent leur fortune à l'équipe Cousteau parce que ça leur semble être la meilleure destination possible pour leur argent. Il y a 2 choses que je vais souligner. La première, qui est la dernière qu'on vient d'entendre et qui me porte à réfléchir, et je pense que tu l'as noté toi aussi, c'est quand même marrant que la Californie revient assez souvent autour du commandant Cousteau, ne trouves-tu pas? Amusant, n'est-ce pas? Ce qui nous amène à la première réflexion, qui est une fois de plus une réflexion que je voudrais que tu aies et qui est obligatoire à avoir, à savoir que l'internationalisation, les fonds américains, les fonds de certains pays sont nécessaires pour passer un cap. Tu ne deviendras pas extrêmement riche en restant en France. Je suis désolé de te le dire. Bon voilà, j'aimerais parler autrement. Je suis fan de cette époque où la France avait encore, on va dire, un certain poids qu'elle n'a plus aujourd'hui. Bon, vas-y, fais-moi mentir. Hein. Moi, je demande que à avoir tort hein, sur ce point-là. J'aimerais que la France ne soit pas comme elle est. Mais bon, là, le regard que je porte sur la France, tout en ayant la capacité à dire que ça reste une opportunité inimaginable immobilièrement parlant, je reste lucide sur le fait que la France n'est pas le pays qui te rendra extrêmement riche. Elle te rendra riche, elle pourra te faire gagner de l'argent, mais elle ne te fera pas passer dans des strates comme celle du commandant Cousteau. Juste pour info, je te rappelle que le commandant Cousteau, je ne sais pas si tu l'as compris ou pas, quoi. Philippe est mort quand même en conduisant son avion. Hein. Il se déplaçait en avion, il avait son petit 3 ou 4 places, je crois qu'il avait un 4 places. Il y avait un hélicoptère sur la Calypso, il y avait un sous-marin qui était à la Calypso. La Calypso, c'était pas du tout, mais alors du tout un bateau écologique, hein. Il ne fonctionnait pas à l'électricité. D'ailleurs, sur certaines images, tu peux voir une traînée noire derrière. Je ne pense pas que c'était le truc le plus écologique du monde, même si à cette époque-là, on ne se posait pas ces questions-là. Tu comprends ce que j'essaye de te dire? Je veux dire, le mec, tu vas comprendre, à un moment donné, on va en reparler de la Calypso. Tu vas voir comment il a obtenu ce bateau. Même s'il a obtenu ce bateau, le coût de rénovation, de réparation et d'entretien du bateau était colossal. Donc l'argent venait bien de quelque part et comme tu l'entends, ce qu'il a fait passer dans le niveau supérieur, ça reste néanmoins de l'argent venu des États-Unis. Je ne dis pas que c'est les États-Unis qui vont te rendre riche, je dis juste que si tu veux avoir de l'argent, comme le commandant Cousteau, il va falloir t'internationaliser. Ça te plaît pas? C'est pareil. En 1990, après des années de succès, Jacques-Yves Cousteau va être confronté à un second drame. Sa femme, Simone, décède des suites d'un cancer à l'âge de 71 ans. Je me souviens exactement le jour où nous avons appris le décès de Simone. Nous étions à Bratislava, il neigeait, on était donc à quai, on a vu quelqu'un arriver avec un petit message et nous avons appris le décès de Simone. La mort de Simone a été un choc, ça c'est certain. Je pense qu'unanimement, tout le monde l'adorait. C'était une femme formidable, vraiment. Et sa mort a été un choc pour nous. L'émotion, suscitée par le décès de Simone Cousteau, va vite laisser place au scandale.
quand Simone meurt, tout le monde découvre que le commandant Cousteau a une autre vie, une deuxième femme, et plus extraordinaire encore, qui lui a fait 2 enfants. À ce stade, je suis obligé de te le préciser, mais on est bien d'accord, tu as compris que le commandant Cousteau est extrêmement riche au travers de sa fondation, qui n'est pas sans te rappeler un peu le système de fonctionnement de Rolex. Petite parenthèse. Et même si c'est une fondation, il faut que tu comprennes que au travers de la fondation, il maîtrise l'argent et les mouvements financiers que cette société, enfin cette société, c'est pas une société, c'est une fondation, mais tu m'as compris, que cette fondation génère. Et de facto, ça implique son train de vie, son quotidien, ça implique beaucoup de choses. Avant qu'on se concentre sur le fait qu'il ait une double vie, le fait que Simone décède, sans que, comment dirais-je, sans qu'à ce stade, on parle de testament et ou d'héritage, joue un rôle prédominant pour la suite. Parce que je pense que tu l'as compris maintenant, à force que je fasse des émissions sur l'héritage. L'héritage, c'est quelque chose de très particulier en France. Il y a 2 cas dans lesquels, finalement, on se retrouve un petit peu dans une espèce d'impasse. Le premier cas, c'est quand tu n'as pas d'héritier. Où là, bizarrement, tu vas pouvoir presque donner l'héritage, pas à qui tu veux, j'exagère, mais tu vas pouvoir faire, tu vas avoir une grande forme de liberté vis-à-vis de tes ascendants. Les ascendants sont ceux qui te restent, tes frères, tes sœurs, tes parents qui vont remonter jusqu'aux ongles, enfin bref, tous ceux qui ont survécu de la branche de la famille, autre que la tienne, pour laquelle il y a eu des enfants ou toi il n'y en a pas eu. Tu suis mon raisonnement? J'espère que oui. En tout cas, bon, j'ai fait de mon mieux. Et la deuxième situation très particulière, c'est quand il y a un des 2 époux survivants et que cet époux va se remarier. Donc là, je t'ai un peu spoiler alerte, parce que tu comprends très bien que l'époux survivant, si jamais il arrivait malheur au défunt héritier, enfin à celui qui avait justement tout le gros héritage et qu'il décède, l'époux survivant, fraîchement marié, récupère le magot. Tu vois où on se dirige là, direct, dans le mur, hein? Et alors que tout le monde pleure sa disparition, le commandant révèle à son entourage l'existence de sa maîtresse. Cousteau nous présentait donc sa nouvelle femme. J'ai été formidable. Mais ça n'a pas collé. Ouais. On ne s'est pas accordé. Cette femme s'appelle Francine. Et ils se fréquentent depuis leur rencontre en 1976. Elle était hôtesse de l'air à bord du Concorde. Cousteau prenait le Concorde 3 fois par semaine. Il était très sensible aux femmes. Et que c'était une belle femme, elle avait de très beaux yeux. Elle était jolie. Puis elle avait 36 ans de moins que lui. Hein. Alors là, c'est pas discutable. Hein. Il est tombé amoureux d'elle ils ont entamé une relation dès ce moment-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il l'a tout de suite amenée dans son giron professionnel et il l'a présentée pendant des années comme sa nièce. Ainsi, durant près de 14 ans, le commandant Cousteau mène une double vie et vit une idylle secrète dans les bras de sa maîtresse. Mais certains de ses proches ont déjà des soupçons. Cette découverte, c'est pas totalement une découverte pour certains, pour la bonne raison que Francine était déjà depuis un moment dans l'entourage de Cousteau, travaillait aussi avec. La liaison avec Francine, on l'a supputée, on en parlait une fois, je les ai vus tous les 2 ensemble à bord d'un avion. On savait, et bien sûr Simone le savait aussi, mais c'était un sujet qu'on n'abordait pas. Alors le fait que le sujet ne soit pas abordé est déjà en soi un problème. Et je t'incite grandement au regard de cette émission à parler d'argent avec ton entourage. Tu dois parler d'argent, tu dois parler de ton héritage, tu ne dois pas avoir peur de le faire. C'est des sujets difficiles parce que quand ça arrive comme ça subitement, d'abord c'est jamais le moment, on ne va pas se mentir. La vie, quand les choses elles arrivent, c'est jamais le moment. Et ensuite, de ne pas en parler, ça aggrave les choses. Là, tu vas le découvrir, de ne parler, ou plutôt d'éviter ces sujets qui fâchent, bon là je vais arriver à le dire, d'éviter ces sujets qui fâchent, ce que je peux très bien comprendre. On parle d'une amante, on parle d'une double vie, on parle de la connaissance d'une double vie, ce qui doit être extrêmement difficile. On parle d'énormément d'argent. On parle de tellement d'argent qu'on ne sait pas de combien on parle.
Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas de montant dans cette affaire. Parce qu'on est face à une fondation qui a reçu des dons de vieilles Californiennes pleines aux as qui se sont dit « Bon, ben, l'argent, il sera bien là-bas ». On parle de montants colossaux qui sont gérés par cet asso, des associations, décidément, franchement, par cette fondation. Et on a des tabous à tous les niveaux parce qu'il y a des intérêts croisés. Rappelle-toi, qu'est-ce que je te répète dans toutes ces émissions ? L'être humain est dirigé par ses intérêts. Simone, elle avait trop engagé sa vie dans ce projet pour se désengager sur la fin de sa vie. De la même manière que maintenant son amante qui vit avec lui depuis des années et qui est là en étant grande guillemets sa nièce, elle aussi était là depuis trop longtemps. Donc au final, tout le monde était trop engagé et tout le monde avait trop d'intérêt pour se désengager. On se retrouve dans une situation invivable avec des décès qui surgissent et tu vas voir, ça va être le grand bordel. Mais toi qui m'écoutes, toi, tu n'as aucune raison de vivre la même chose. Et encore une fois, tu le sais, on a une agence immobilière, je travaille dans l'immobilier depuis des années. Quelles sont les situations où on se retrouve à faire des affaires ? Dans les héritages. Mais tu le sais. Pourquoi ? Parce que ne crois pas que tu es en train d'écouter une fiction là. Pas du tout. Ce que tu es en train d'écouter, c'est la vie de la plupart des gens. Et je ne parle pas des Français, je parle des gens en général dans le monde. Parce que c'est mondial. Même les Américains qui parlent un peu plus d'argent que nous ont affaire à ces tabous-là. Parce que les gens ne veulent pas parler de la mort, ce que je comprends. Les gens ne veulent pas parler de après la mort, ce que je comprends encore plus, parce qu'ils ne veulent déjà pas parler de la mort. Et les gens ne veulent pas parler de l'argent de leurs parents ou de leurs défunts proches après leur mort, parce que déjà que parler de la mort et parler d'après la mort, c'est gênant. Alors parler de l'argent de quelqu'un qui est vivant à quelqu'un qui est vivant, c'est encore plus gênant. Mais c'est une erreur colossale. Mais quand je dis colossale, c'est une erreur qui te fait perdre bien plus d'argent que ce que tu imagines. Dans les familles où il y a de l'argent, on parle de ces sujets-là. Moi, avec ma mère, on parle de ces sujets-là. On sait déjà à peu près comment on va faire pour régler certains des problèmes liés à cette situation. Et on sait aussi que cette situation, on y sera confronté et qu'on aura malgré tout, même en anticipant, on aura des problèmes qui surgiront. Mais là, où on est dans le tabou le plus total par rapport à une situation, encore une fois, qui est compréhensible vis-à-vis du tabou, bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'était une bombe qui était prête à exploser à tout moment et qui a été posée par le commandant Cousteau lui-même, juste parce qu'il n'en a jamais parlé à personne. Alors franchement, je ne sais pas qui t'es, je ne te connais pas tant que ça au final, mais fais un effort. Parle avec tes parents. En leur disant, je ne suis pas en train de vous enterrer, je ne suis pas en train de vous dire que je veux votre héritage. Mais est-ce que, vous avez un certain âge maintenant, est-ce qu'on peut quand même toucher un mot de qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pourriez éventuellement déjà donner pour essayer d'amortir un peu les coûts de succession. Je te rappelle que tu es dans le pays où il y a le plus de frais de succession. En 2 générations, pour peu que tes parents aient plus de 500 000 € de patrimoine, en 2 générations, l'État t'a tout pris. Il reste rien, quoi. Ce qui n'est pas normal du tout, je te le dis, tu feras ce que tu veux. Si tu as envie de donner de l'argent à l'État, donne-moi un peu aussi à moi parce que moi je sais quoi en faire. Tu vois, l'État lui ne sait pas quoi en faire, il dépense n'importe comment, surtout l'État français. Mais tu m'as compris. Donc ce que j'essaye de te dire, c'est que tu dois parler, tu ne dois pas te retrouver dans des situations comme celle-là. Même si tu es dans des situations de merde, que ça pue et que c'est compliqué à évoquer, il faut que tu discutes, bordel. Parce que ne pas parler et mettre tes héritiers devant le fait accompli, ça n'aboutit qu'à une seule et unique solution, enfin qui n'en est pas une d'ailleurs, ça n'aboutit qu'à une seule et unique problématique, situation, c'est une guerre ouverte entre des héritiers qui se disputent un magot qui n'a pas lieu de l'être, quoi. Parce que tu vas voir, alors ici il y a quand même une subtilité, on est face à une fondation, donc tu vas voir que c'est c'est encore la pire des configurations possibles, puisque alors là tu peux déshériter qui t'a envie. Mais malgré tout, il y a des dommages collatéraux et moi je trouve ça vraiment moche, quoi. Mais ça reste que mon avis personnel, tu pourras me donner ton opinion à la fin de l'émission. Mais ce que son entourage ignorait, c'est que de cette liaison sont nés 2 enfants, dont l'existence a toujours été tenue secrète. Elle a eu 2 enfants avec lui et ces 2 enfants, en même temps que le vrai rôle de Francine, ont été révélés après la mort de Simone. Si elle l'a su tout à fait à la fin de sa vie, enfin les derniers jours, par un coup de fil anonyme, que quelqu'un qui l'a appelé, je ne sais pas qui aurait dit Cousteau a 2 enfants. Au moment où tout le monde découvre cette double vie, les enfants, Pierre-Yves et Diane, sont alors âgés de 10 et 12 ans.
Et l'annonce fait l'effet d'une bombe. C'est pas une maîtresse qu'on voit 3 fois par semaine, c'est une femme à laquelle on a fait 2 enfants, qu'on a reconnus. Mais ce n'est pas tout. Un autre événement va venir bouleverser l'équilibre familial et professionnel de la famille Cousteau et redistribuer les rôles de chacun à tout jamais. Le 28 juin 1991, jour anniversaire de la mort de Philippe, 6 mois après la mort de Simone, le commandant, membre de l'Académie française, se remariait à l'hôtel de ville de Paris. Quelques mois plus tard, en avril 1992, l'union est bénie devant Dieu en la chapelle Saint-Dominique, boulevard de la Tour-Maubourg, à Paris. Le marié est entièrement vêtu de blanc. Donc elle est devenue Madame Cousteau. On a tout de suite compris que le monde Cousteau, l'équipe Cousteau, avait changé. Et changé radicalement. On changeait de monde, changeait d'époque. Donc là, j'aimerais que tu notes une première chose qui n'est absolument pas précisée, c'est qu'au décès de la mère, en fait, il n'y a pas de redistribution des cartes. C'est hyper important pour la suite. Parce que comme tu peux le comprendre, comme tout appartient à la fondation et que le commandant Cousteau, qui est l'un des 2 fondateurs avec sa défunte épouse, eh bien, est toujours en vie, il n'y a pas lieu aujourd'hui de remettre en cause la situation. Ce qui est assez rare. Ce qui doit t'amener aussi à réfléchir sur la façon dont tu détiens ton héritage. Parce que selon comment tu détiens ton héritage, la situation, elle n'est absolument pas, en rapport avec celle qu'on est en train de voir tous les deux. C'est-à-dire que là, si par exemple le commandant Cousteau, il avait eu une maison à son nom, et à son nom et à celui de sa femme. À son décès, sur la maison, ses enfants légitimes, enfin son dernier enfant légitime, avait des droits sur la moitié de la valeur de la maison que possédait le commandant Cousteau. Or, le commandant Cousteau possédait peut-être des maisons à son nom, mais possédait la plupart de son patrimoine au travers de sa fondation. Ce qui change tout. En plus, les fondations, c'est vraiment un mécanisme très singulier que je ne vais pas développer ici, tu m'en excuses, parce que sinon l'émission durerait trop longtemps et elle commence déjà à s'étendre. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'on est sur une mécanique encore très différente des mécaniques classiques. Ce qui nous amène à toi et à la question que tu dois te poser, comment tu détiens ton patrimoine? Si tu le détiens en totalité en nom propre, vraiment, je te conseille de te poser des questions. Peut-être pas de tout changer, mais de légèrement faire évoluer ton patrimoine vers autre chose parce que voilà, tu n'es pas dans la situation la plus avantageuse, dirais-je, face à ton patrimoine. Mais ce qui est intéressant ici, encore une fois, c'est qu'il est concentré à un endroit et il n'est pas réparti. Et tu vas voir, ça ne va pas s'arrêter là. Tu vas voir que, en définitive, le fait que la structure du patrimoine de Cousteau revêt la forme d'une fondation va amener sa nouvelle épouse, puisqu'il est fraîchement remarié, à prendre les rênes du patrimoine qui, dans la logique, revient pour moitié et pour partie à sa défunte femme et à son enfant survivant. Sachant que, tu vas le découvrir par la suite, il y a des petits-enfants. Et j'en dis pas plus parce que je veux pas te gâcher la surprise. Patrick Magnéto. Après son mariage, Francine est alors placée à la tête de la fondation renommée l'équipe Cousteau. Mais au sein de cette structure, l'attitude de la nouvelle épouse du commandant, âgée de 81 ans, ne passe pas inaperçue. Quand Francine Cousteau est arrivée à Paris dans les locaux de la Fondation Cousteau, son premier geste, ça a été de s'asseoir de prendre le bureau du commandant comme bureau personnel. Elle s'est assise dans son fauteuil. Mais c'était fort comme geste, ça voulait dire maintenant, c'est moi la patronne, c'est avec moi qu'il va falloir traiter, dealer, et il n'y a plus une seule décision qui sera prise sans que moi je n'ai pas donné mon accord. Alors bien évidemment, depuis le départ dans ces émissions, j'ai tendance à parler de patrimoine immobilier parce que à un moment donné, je suis dans l'immobilier, je t'apprends à faire de l'immobilier, blablabla, tu vois le délire. Et c'est vrai que naturellement, si tu m'écoutes, quand tu m'écoutes, tu dois peut-être penser à ça. Mais il n'y a pas que des héritages sous forme de patrimoine immobilier. Et là, l'image qu'on vient de nous donner, elle est très forte, je trouve. Imagine, demain, tu as une société, tu lègues en héritage ta société à tes enfants et tes enfants prennent ton bureau et s'assoient dans ton fauteuil. Et malheureusement, le choix des salariés que tu as fait, qui ont travaillé avec toi, ça ne sera peut-être pas le même choix pour tes enfants des salariés avec lesquels ils vont vouloir travailler.
tes décisions et ta manière de mener les affaires ne seront pas les mêmes que celles de tes enfants ou de ton repreneur, enfin bref, de qui tu veux. Ce qui me ramène à l'exemple de tout à l'heure des 2 pièces avec les mêmes Lego. Tu prends 2 personnes, même 2 enfants élevés par les mêmes parents dans les mêmes conditions et tu auras malgré tout dans les 2 pièces des constructions différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois que c'est capital de discuter de ça, que tu ne peux pas parachuter qui que ce soit à la tête de je ne sais quelle société, héritage, patrimoine, j'en passe des meilleurs et des pas meilleurs d'ailleurs, en imaginant que ça va bien se passer. Surtout et spécialement si tu n'as rien préparé, ce qui est le cas de la plupart des gens. La plupart des gens ne préparent rien. La chose arrive, tout le monde est devant le fait accompli et devine comment ça se termine? Mal. Et ça ne peut pas bien se terminer parce que ça n'est pas préparé. À cause de quoi? De gènes mal placés parce que finalement on va tous mourir et qu'il vaudrait mieux en parler que de ne pas en parler. À cause de ce n'est pas le bon moment parce que c'est jamais le bon moment. Mais rassure-toi, dans la vie, ça n'est jamais le bon moment. Donc bon, ça c'est pareil, ça s'appelle une excuse au final. Et bref, je ne vais pas te faire de liste, elle serait trop longue. Mais bref, parle-moi de cet héritage, bordel. Parle d'argent avec tes proches, avec ta famille. Fais en sorte que ce sujet qui est tabou ne le soit plus. Parce que malheureusement, si tu le gardes tabou, si tu conserves cette situation, ce statu quo, la finalité, ça sera une perte bien plus importante pour tout le monde que si seulement tu avais surmonté cette gêne qui, entre toi et moi, n'est absolument pas justifiée. Parce que tu verras que c'est des sujets qui sont durs à aborder, mais une fois qu'on en a parlé, tout est plus clair pour tout le monde et tout va mieux pour tout le monde. Aux yeux de tous, il semblerait que Francine veuille réorganiser la gestion financière de la fondation. Mais surtout, avoir le contrôle absolu. Elle était tout le temps au bureau et c'était elle la présidente. Elle était devenue... Lui, il était vieux et malade. Il ne pouvait pas tenir des rendez-vous et des machins. Elle a profité de tout ça. Et elle s'est imposée. Visiblement, les orientations proposées par Francine Cousteau n'étaient pas du tout les mêmes. Enfin, on n'était plus là, on était en train de faire du marketing, c'était autre chose. Elle, c'est une jeune femme, en pleine possession de ses moyens, et elle prend peu à peu possession de tout ça. C'est elle qui dirige, c'est elle qui ordonne, c'est elle qui gère, c'est elle la patronne. Du coup, ses rapports avec ses nouveaux collaborateurs se seraient détériorés très rapidement. Et Jean-Michel, le fils aîné de Cousteau, issu de sa première union, quitte lui aussi la fondation. Ça s'est passé mal au point que Francine et le commandant ont fait des procès à Jean-Michel en lui demandant, par exemple, par rapport à un resort, un hôtel qu'il avait aux îles Fidji, je crois, de ne pas utiliser le nom de Cousteau, sous astreinte d'amende phénoménale. Le commandant Cousteau a quand même demandé à son fils Jean-Michel de ne pas utiliser son nom, alors que c'est son nom, il s'appelle Jean-Michel Cousteau. Alors il devait le faire selon les avocats américains, avec une taille qui corresponde exactement la même taille que celle de son prénom. Enfin bon, c'était voilà, un arrangement absolument odieux. Les tensions entre père et fils se cristallisent définitivement, mais le célèbre homme, au bonnet rouge, se fait vieux. Il est désormais au crépuscule de sa vie et, selon ses proches, il serait écarté de toute décision. J'ai trouvé qu'un peu notre cher commandant a été enfermé dans une tour d'ivoire, mais c'est son choix. C'était quand même mon commandant, mon pacha, comme on disait nous. Quand il est tombé malade, Jacques-Yves Cousteau, et qu'il a été donc sous respiration artificielle à Paris, etc., il fallait se battre pour sa première famille pour aller le voir. Francine Cousteau avait demandé au service de l'hôpital où il était hospitalisé de barrer la route à un certain nombre de gens de sa famille. Jean-Michel a fait l'aller-retour un jour depuis la Californie. Il est venu à Paris pour voir son père, il n'a jamais pu rentrer dans sa chambre, quoi. Donc il y avait là quelque chose, je ne sais pas ce qu'elle redoutait. Bon, la question, je la pose quand même si tu connais la réponse, mais ça fait du bien d'enfoncer des portes ouvertes. Pourquoi ? Pourquoi on se retrouve dans une espèce de guerre de tranchées avec le commandant Cousteau dans une tour d'ivoire, isolé, une nouvelle femme aux commandes qui ne laisse place à plus personne pour justement mener la barque? Qu'est-ce qui motive à ce point
à ton avis, cette personne pour voilà, garder les rênes de la fondation? Oui, bon, je sais que tu sais, c'est le pognon, c'est l'argent, c'est le fric, c'est le flouze. On parle de quelque chose de colossal, encore une fois. J'ai un petit peu cherché les chiffres parce que tu sais que, bon, j'aime bien chercher et j'aime bien trouver. Juste pour te donner une notion, mais vraiment, hein, c'est qu'une notion de quelque chose qui ne produit plus rien, donc on ne voit plus à la télé. Mais pour l'année 2019, on a 4 millions de dollars de chiffre d'affaires. 4,188 264 millions de dollars. 4 millions de dollars juste pour l'année 2019. 2018, le même chiffre d'affaires. Et on a même un chiffre d'affaires en 2016 à 3 millions de dollars. Donc on a une société qui fait des millions de dollars chaque année alors qu'on n'a plus accès à rien et qui en plus reçoit des dons, de l'argent. Bref, tu es à la tête de quelque chose qui tourne naturellement, que tu n'as qu'à diriger. Et certes, la fondation, ça n'est pas une société à but, à but lucratif pour lequel tu peux t'enrichir. Mais c'est très facile de comprendre que la dernière femme du commandant Cousteau qui est à la tête de la fondation reçoit un salaire. Et si c'est elle qui dirige la fondation Cousteau, eh bien le salaire, c'est elle qui se le définit. Et bon, j'en parle à demi-mot, mais dans mon enfance, je te rappelle que mon père avait des liens avec la politique. En ayant des liens avec la politique, il avait des liens avec des associations. Et j'ai vu des salaires de présidents d'associations pour lesquels, sans doute, toi comme moi, avons-nous déjà fait quelques dons pour la bonne cause. Mais quand tu vois les salaires, tu te dis, mais attends, en quoi le fait que tu aies un aussi gros salaire, ça aide la cause ? Donc, bon, je ne suis pas là pour être médisant, je ne vais pas parler de ces choses-là. Le but, ce n'est pas de, comment dirais-je, de attiser le feu, parce que malgré tout, je continue, moi personnellement, je préfère donner de l'argent à une asso, même si le président a un gros salaire, parce que d'une certaine manière, une fraction de l'argent que je donne va dans la cause dans laquelle je crois, alors que quand tu donnes de l'argent à l'État, finalement, l'argent que tu donnes à l'État, non seulement tu ne sais pas où il va, mais en plus, tu es sûr que d'une chose, c'est qu'il fera avec tout ce que tu ne veux pas qu'il fasse. C'est-à-dire que moi, en tout cas, tout ce que je ne veux pas qu'il soit fait avec mon argent, je suis sûr à 100% que l'État français le fera. Donc, si tu veux, je ne juge pas, encore une fois, ce n'est pas un procès à charge que je suis en train de faire ici. J'essaye juste de te montrer l'intérêt que peut avoir cette femme à diriger la société. Pareil, de vraisemblablement, et je ne la blâmerai pas. Moi-même, le premier, au travers de la fondation, j'embauche mes enfants. Assez facile, pas d'entretien d'embauche. J'ai envie de te dire une trajectoire de vie toute faite. Relativement facile, ça ne veut pas dire que les enfants soient heureux. Encore une fois, je pense que je l'aurais prouvé dans cette émission. Mais tu comprends ce que j'essaye de te transmettre ici comme idée. Moi, je t'invite à ne pas adopter cette attitude-là. D'ailleurs, c'est le moment pour moi de t'en parler. Tu vois, regarde, imaginons tu as une grosse entreprise. Tu peux soit la léguer à tes enfants et les mettre à un poste de direction et finalement transmettre la société à tes gamins et leur donner la relève et finalement leur faciliter la vie. Personnellement, je t'inviterai à adopter ce comportement si ton enfant manifeste la même passion que toi, la même ardeur pour le métier que tu as, qu'il est intéressé par l'entreprise, que ça lui plaît et que de ton vivant, tu peux, je dirais, dans comment je vais dire ça, dans une juste mesure, tu vas pouvoir jauger que ce poste est fait pour lui. Et essayer aussi, ça va être difficile, hein. Moi le premier, je pense que ça serait très dur pour moi, d'avoir cet avis de façon neutre. Mais bon, là je pense que je rêve un peu. On est tous béats devant nos enfants, mais tu m'as compris, tu vois ce que j'essaye de te dire. Donc, s'il s'avère que ton gamin a effectivement les prédispositions pour prendre la suite, comme Philippe finalement qui est décédé, qui était tout nommé pour prendre la suite, bon ben là, transmettre, ça me paraît logique et légitime. Et je t'inviterai à le faire. Mais dans un autre cas, si ton gamin il n'est pas fait pour ça, qu'il a un autre rêve, bordel, mais vends tout. Vends tout et utilise l'argent tant que tu es encore en vie pour peut-être voir le rêve de ton gamin prendre forme. Et au moins, tu auras fait une bonne action. Et peut-être que ton gamin, en vivant son rêve, partira dans les étoiles. Tu comprends ? En tout cas, ma vision de l'héritage, c'est ça. Parce que indépendamment, nous sommes tous différents. Parents, enfants, frères, sœurs, père, mère, tu m'as compris ? Mais on a tous des rêves qui nous habitent. Et si on construit quelque chose de son vivant et que ce quelque chose peut permettre à nos enfants de vivre aussi leurs rêves, putain, pourquoi on se prive de leur offrir ça ? Dans la mesure, encore une fois,
où ton gamin manifeste une envie. De toi à moi, ça va te paraître très froid et très dur, mais si ton gamin c'est un bon à rien, il est évident qu'il vaut mieux rien lui léguer. Désolé, mais je le pense. Le 25 juin 1997, 6 ans après son mariage avec Francine, le commandant Cousteau s'éteint à l'âge de 87 ans. Il laisse derrière lui ses 3 enfants, ainsi que sa veuve de 51 ans. Et sa mort va entraîner une guerre d'héritage hors norme. Le dernier salut de la Royale à l'un de ses officiers. Ce sont les fusiliers marins qui ce matin ont accompagné le capitaine de corvette Cousteau, commandant de la Calypso, au sein de la cathédrale Notre-Dame. Rassemblés autour du cercueil, Francine Cousteau, sa 2e épouse, leurs 2 jeunes enfants et son fils Jean-Michel, avec qui l'océanographe est resté fâché pendant plusieurs années. La France est en deuil. Elle vient de perdre l'une de ses personnalités les plus admirées du XXe siècle. Dans l'intimité de Jacques-Yves Cousteau, l'annonce de sa mort est également une véritable tragédie. C'est toujours quelque chose une plaie ouverte pour nous. Hein. Vraiment, pas pour moi. C'est mon père spirituel. C'est un peu un second père. Beaucoup disent Cousteau est un second père, mais c'est vrai qu'il a joué ce rôle-là de formateur. Il y a eu une influence effectivement très très forte. Mais les proches ont à peine le temps de faire leur deuil que déjà s'annonce une véritable guerre d'héritage. Le commandant Cousteau meurt et sans surprise, c'est le moins qu'on puisse dire, Francine hérite de tout. On dit que Cousteau avait toujours sur lui, dans une petite poche de la manche là, de ce qu'il portait, un testament holographe, c'est-à-dire un testament qu'il avait rédigé lui-même manuellement et dans lequel, effectivement, il faisait de sa 2e femme, Francine, l'héritière de l'ensemble de son œuvre morale, de ses biens, etc. Alors ça couvre tout. Dès qu'elle a eu tout, il n'a rien donné à ni à ses enfants, ni à ses petits-enfants. Bon, alors bien sûr, je t'ai caché une information importante qui a dû te sauter au visage. Je l'ai un peu fait volontairement, tu m'en veux pas. Il y a quand même un détail qui a dû t'interpeller, c'est que cette affaire ressemble étrangement à l'affaire Johnny Hallyday. Et figure-toi qu'il s'avère que, en fait, Francine hérite au départ d'une fondation américaine. Et après avoir fait beaucoup de recherches infructueuses, je suis obligé de le reconnaître, en fait, je perds la trace du truc. Donc je suppute, parce que je ne peux pas savoir, après il faudrait que je la contacte et bon, ça me... Voilà, après bon, moi, si vous la connaissez, si Francine veut bien faire une émission avec moi, je serai très ouvert sur le montage, mais je crois comprendre que la fondation américaine a été éteinte, s'est éteinte, ou alors existe toujours. J'ai pas trop de vues sur les USA, je ne sais pas vraiment comment on cherche les entreprises là-bas, donc je n'ai préféré pas faire ce qu'il fallait. Par contre, ce qui m'interpelle et qui... Oui, voilà, qui, on va dire, me laisse, je vais dire, en réflexion, c'est les sociétés françaises. Alors là, c'est plus étonnant. En fait, il se trouve qu'il y a plusieurs sociétés qui correspondent finalement au nom de Cousteau. Donc, on peut voir en fait finalement un nombre. Alors, attends, je vais essayer de te donner le chiffre exact. 1, 2, 3. On a 3 sociétés en France à la même adresse qui ont été clôturées. Un établissement fermé en 1995, un vieil établissement dont on n'a plus rien du tout sur les registres, qui à mon avis a servi à faire le transfert avec la société américaine. Plus surprenant pour moi, un autre établissement qui a été fermé dans les années 2000, où là j'ai un peu du mal à saisir quel était l'objet de cet établissement, mais à mon avis peut-être une erreur ou j'en sais rien. Et il y a un dernier établissement qui a été fermé dans les années 2011, donc de 2000 à 2011, où là, on était à Paris. Là, je te parle des établissements fermés. Donc, on a 1, 2, 3 établissements qui ont été fermés et un dernier 4e établissement qui prend la suite de l'établissement fermé en 2011, réouvert actuellement, pour lequel nous n'avons aucun site qui correspond à tous les noms qui ont été donnés dans cette émission et qui, de surcroît, est pointé par le site internet du commandant Cousteau et qui donc, à mon sens, représente l'actualité telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'entreprise que gère Francine, pour moi, en tout cas c'est tout ce que j'ai trouvé. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'en droit français, la déshérité des enfants est impossible et que donc je ne comprends pas
comment une société française qui existe sur le sol français peut continuer d'exister en maintenant le non-héritage, enfin le non-transfert des droits sur les héritiers vivants à ce jour. Alors après, comme je te le dis, ma logique, en tout cas la logique que je trouve derrière ça, c'est que tout a été transféré à la fermeture en 1995 avant son décès à une fondation américaine qui par la suite a retransféré à une société française, qui me semble être la chose la plus logique, ce qui te montre, une fois de plus, qu'il est possible de déshériter des enfants, que, une fois de plus, ton degré, et là ça va être intéressant, ton degré de notoriété est complètement corrélé à la finalité du déshéritage que tu veux mettre en place. Ça se dit pas, mais en gros, si tu es connu, si tu es très connu comme Johnny Hallyday, ça va être très dur de déshériter tes enfants parce que finalement l'affaire sera publique et publiquement la France ne peut pas montrer sa faiblesse. Mais si ta notoriété est moindre, ou plutôt plus ta notoriété est faible, plus tu as de chances de pouvoir déshériter facilement tes enfants en usant de droits internationaux pour lesquels la France n'a aucune prise. Parce que j'aimerais parler autrement. Mais là, on assiste purement et simplement à quelque chose que je répète depuis des années. En droit international, le droit français est un droit très faible. Et comme c'est un droit très faible, je ne vois pas l'intérêt que tu vas avoir à venir constituer des sociétés françaises quand tu peux constituer des sociétés étrangères qui, en bout du bout, te donneront gain de cause. Bref, je voulais te préciser tout ça parce que tu pouvais te poser des questions éventuellement sur comment on avait réussi à en arriver à ce point-là. Je tiens à te rappeler, parce que comme je fais que te le dire, la répétition c'est l'apprentissage. S'ils avaient discuté entre eux et qu'ils s'étaient entendus sur les raisons du quoi, du qu'est et du comment, les choses auraient peut-être évolué différemment. D'ailleurs, petite parenthèse que je ne t'ai pas expliqué dans l'émission, que je dois quand même t'expliquer, il y a eu un procès entre Philippe, le dernier enfant survivant du commandant Cousteau, et la fondation américaine sur l'usage du nom, pour la simple et bonne raison que le commandant Cousteau avait une idée de créer des hôtels de voyage en mode plongée. C'est-à-dire qu'il voulait faire une chaîne d'hôtels où tu allais faire de la plongée dans les meilleurs sites du monde avec le nom de Hôtel Cousteau. Et que donc il réservait l'usage du nom pour un usage exclusivement commercial pour ces hôtels. Sauf que il se trouve que Philippe Cousteau, fils du commandant, je me confonds, Philippe c'est celui qui est mort, bref, l'aîné avait un hôtel à son nom qui portait son nom. Et malheureusement, comme ça a été dit dans le reportage, enfin dans ce qu'on est en train d'analyser, Cousteau ça reste quand même son nom. Donc c'est un peu compliqué d'ôter le nom de quelqu'un, tu vois. Bon, bref, je dis ça, je dis rien. L'héritage de Cousteau, c'est sa fondation, propriétaire de son catalogue de films et de son image. Et elle revient, selon les dernières volontés du commandant, à sa seconde épouse, Francine. Le plus important dans ce qu'elle hérite, je pense que c'est quand même le droit à l'image, parce que voilà, les photos et le catalogue. Et puis il y a tout ce qui reste. Les brevets sont ces droits, une fois de plus, comme droit d'auteur, quoi, et c'est important. Une fortune qui pourrait s'élever à plusieurs millions d'euros, mais que ne toucheront donc jamais Jean-Michel, le fils aîné du commandant, ni les enfants de Philippe, son défunt frère. Les enfants de Philippe n'ont droit à rien. Ce sont des petits-enfants. Et on verra qu'ils ont encore moins droit à rien que rien. Voilà. Les descendants de Cousteau et de sa première épouse Simone vont alors se battre pour défendre le seul héritage que le commandant leur a laissé, leur nom. Cette bataille va être menée en 2000 par Alexandra Cousteau, 24 ans, la petite fille du commandant. Alexandra Cousteau, la fille de Philippe, s'est créée une association dans laquelle il y avait également son nom, puisqu'elle s'appelle Alexandra Cousteau. Elle était passionnée, elle connaissait le monde de la mer, elle pouvait être une égérie, une figure de proue. Mais je crois qu'il y avait l'impossibilité, c'est que Francine ne reconnaissait pas le droit à Alexandra de faire quoi que ce soit. Elle s'y oppose, donc elle leur fait un procès. Et à la surprise générale, elle gagne ce procès. Elle m'a dit, Alexandra, j'ai été obligé de signer un papier dans lequel je renonçais à utiliser mon nom de famille. Elle m'a dit, j'ai jamais été autant humilié de ma vie que ce jour-là. Mais Alexandra ne compte pas en rester là. Elle décide de contre-attaquer pour récupérer l'héritage familial
le plus précieux à ses yeux, la Calypso, le célèbre navire du commandant et de sa première femme, Simone. C'est vraiment toute l'histoire de l'héritage, elle est dans l'histoire de Calypso. Donc 2 éléments hyper importants. Le premier, bien évidemment, les droits à l'image liés à les 120 films, à toutes les bandes, à tout ce que possédait le commandant Cousteau, qui sont propriété de la fondation et dont Francine finalement a tout pouvoir pour les exploiter. Alors juste sache que dans les recherches que j'ai fait, elle a relancé les DVD, elle a relancé les droits à l'image, que en fait, il faut savoir qu'après le décès du commandant Cousteau, il y a eu vraiment une grosse perte d'activité. Tout à l'heure, je t'ai donné des chiffres d'affaires, j'ai vraiment fait un autre bilan et plus de recherches. Et effectivement, il y a eu, je dirais, les montagnes russes, mais à mon avis, et c'est très intéressant d'ailleurs, c'est sûrement aussi lié au fait qu'on avait une dirigeante, Francine, qui était plus concentrée sur le fait que les autres héritiers n'aient pas de droit sur les droits qu'elle avait hérités. Bref, on avait des gens qui étaient plus concentrés sur le fait de protéger ce qu'ils voulaient protéger plutôt que de développer ce qu'ils auraient dû à développer. Ce qui me ramène encore une fois, et tu m'en excuses, mais c'est presque, on est sur une leçon, tu sais, qui pourrait être enseignée à l'école, de tout ce qu'il ne faut pas faire pendant un héritage. Ça te remontre et ça corrobore ce que je te répète depuis le départ. Putain, mais prépare et parle de ton héritage avec ta famille. Parce que là, c'est un gâchis, mais monumental. On a des petits-enfants qui voudraient, comme on l'entend, donc tu vois, Alexandra, dont aussi j'ai fait des recherches sur elle, qui continue à vouloir porter le combat, qui est vraiment quelqu'un qui serait prêt à porter le drapeau Cousteau, j'ai envie de dire presque ça, tu vois. Et en face, on a quelqu'un qui, au lieu de prendre les troupes et de les fédérer pour justement accepter le plus de monde possible pour refaire vivre l'héritage, tient éloigner ceux qui légitimement ont des droits parce qu'elle ne veut pas partager le magot, tout en ne s'occupant pas de ce qu'elle devrait s'occuper parce qu'elle est trop accaparée par la protection qu'elle veut monter autour de quelque chose pour lequel elle a participé. Je ne vais pas minimiser son implication dans l'aventure et dans la vie du commandant Cousteau, mais en gros, l'être humain, nous, toi, moi, bref, nous tous, quoi, on n'a pas, comment je dirais, on ne peut pas se concentrer sur des milliers de choses. La fable qui fait croire que les femmes sont multitâches et peuvent faire plusieurs choses et que l'homme, lui, ne l'est pas, il peut faire qu'une chose à la fois, tout ça, c'est du pipeau, en fait. On est tous pareils. Tu veux réussir, concentre-toi sur ta réussite. Tu veux avoir beaucoup d'argent, concentre-toi sur ce qui fait que la conséquence sera que tu auras de l'argent. Je t'ai pas dit de te concentrer sur l'argent, t'as vu? C'est pas tout à fait pareil. Bref, ton degré de concentration est égal à ton degré de réussite. Et là, on a quelqu'un qui n'a pas été concentré complètement sur l'héritage qu'on lui a donné. Elle a été concentrée sur protéger l'héritage. Mais protéger l'héritage n'est pas étendre l'héritage, n'est pas développer l'héritage. Et tu feras des recherches si tu as envie ou pas sur Francine Cousteau, parce que tu verras qu'elle a fait des émissions pour venir parler de son héritage. Elle est venue expliquer aussi, elle est venue s'expliquer sur des, comment je dirais, des espèces de bad buzz qu'ils ont eu parce qu'ils auraient soi-disant avec un zodiaque passé sur une baleine. Enfin bref, il y a eu plein d'aléas liés à l'histoire de cet héritage Cousteau qui n'avait rien à voir avec le sujet, à savoir comment on perpétue la mémoire du commandant. Et au final, on se rend compte que les sujets abordés, lorsqu'on a l'opportunité de pouvoir parler même avec des gens, comme là dans cette émission, qui ont fréquenté le commandant Cousteau, les sujets abordés, c'est l'héritage. Mais moi, ancien fan de l'émission, j'en ai rien à foutre de leur histoire d'héritage, bordel. Je donnerais tout pour revoir des émissions de Cousteau. Bon, tu vas me dire, t'as qu'à acheter le DVD. Bon, oui, j'ai qu'à acheter le DVD, c'est vrai. Mais tu comprends ce que je veux dire? Qu'on est là, quelqu'un qui reprenne le flambeau, qui nous représente à nouveau. Où il est aujourd'hui, le commandant qui prend la suite du commandant Cousteau, il n'y est pas. Et donc la France, elle rayonne pas. Et comme elle rayonne pas, on n'existe pas. Et comme on n'existe pas, tu te retrouves avec une émission comme la mienne où à un moment donné, je te dis, j'ai l'impression que la France, elle n'existe plus, que l'époque, elle a disparu, que les gens qui faisaient la France de cette époque-là ne sont plus là. Parce que le commandant Cousteau, je ne sais pas si tu réalises, il a eu une notoriété internationale. Tu avais les plus grandes chaînes américaines qui reprenaient nos émissions en français, sous-titrées en américain. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu regardes Netflix comme tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de films français sous-titrés anglais, quoi. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Donc, il y a un moment donné, ça se développe, c'est vrai. On essaye de revenir, mais on a été à un niveau autre que celui où on est aujourd'hui. Pour un résultat qui est quoi? Qu'une famille n'a pas su discuter entre eux. Mais qu'est-ce qu'on en a à brère, bordel? Donc, tu as écouté cette émission, c'est très bien, je t'en félicite. Tu ne reproduis pas ce contre-exemple. C'est contre-productif, c'est nul,
Et en plus, ça n'amène rien d'intéressant, ni rien de bon. Et pire, tu te plombes. C'est-à-dire que le trésor qu'on t'a transmis, tu es en train de le détruire de l'intérieur. Mais c'est un gâchis monumental. Je souhaite à personne, mais même pas à mon pire ennemi, de se comporter comme ça. C'est ridicule. À Paris, au début des années 2000, depuis la mort du commandant Cousteau, sa famille se déchire autour de son héritage. En effet, l'homme au bonnet rouge a décidé de léguer toute sa fortune à sa dernière épouse, écartant son fils et ses petits-enfants. Mais sa petite-fille, Alexandra, conteste cette décision. Elle veut récupérer la Calypso, le navire mythique du commandant. Pour moi, Calypso, comme tous ceux qui ont vécu, et j'ai passé 13 ans quand même. Enfin bon, c'est une âme, c'est quelque chose, donc c'est pas simplement un bout de bois. Ce bateau aurait d'ailleurs été un cadeau du commandant à sa première femme, Simone, qui rêvait d'aventure. Son rêve, ça aurait été d'être officier de marine. Et donc, comme elle ne pouvait pas, elle disait, puisque je ne peux pas être officier de marine, j'épouserai un officier de marine et s'il me donne un bateau, ce serait encore mieux. Et c'est ce qui est arrivé. Quand on me demande Calypso, je ne peux pas imaginer Calypso sans la bergère, sans Simone Cousteau. C'était l'âme de la Calypso. Je pense que c'est elle qui a porté Cousteau à bout de bras. Ce bateau, associé à jamais à la première épouse de Cousteau, a coulé en 1996, quelques mois avant la mort du commandant. Amarré à Singapour, il est ensuite remorqué en France, où le navire croupit dans un port en attendant sa rénovation. Ce drame a été épouvantable. Elle a été remorquée, rapatriée à Marseille, puis à différents endroits, à La Rochelle où je l'ai vue, et souillée par des SDF, détruits. Donc je vois Calypso dans cet état, mais j'ai eu des larmes aux yeux. Je me suis dit, c'est une actrice déchue qui est abandonnée de tous. L'ancien équipage de Cousteau n'a alors qu'une obsession: récupérer et réhabiliter la Calypso. À leur tête, Alexandra, la petite fille du commandant et l'héritière légitime aux yeux des marins. J'ai essayé avec d'autres de sauver Calypso. Mais un problème se pose. Qui en est le propriétaire? Lors de l'acquisition du navire, Cousteau en confie la gestion à une association, les COF, les Campagnes Océanographiques Françaises, dont les membres sont ces marins les plus dévoués. On pensait tous, honnêtement, que dans la mesure où les COF étaient propriétaires du bateau, légalement ce serait eux qui auraient la propriété du bateau. Il y avait un problème juridique de la propriété de Calypso. Est-ce qu'elle était encore au Guinness? Est-ce qu'elle était encore au COF? Est-ce qu'elle était à Cousteau? En effet, il se trouve que le bateau n'a jamais appartenu au commandant Cousteau. Son propriétaire, la famille Guinness, lui en avait confié l'usage en échange d'un dollar symbolique. Ça nous ramène à une époque où les aventuriers pouvaient encore s'appuyer sur des mécènes. Alexandra, elle se battait à ce moment-là pour réhabiliter la Calypso. Elle avait même rencontré le fils Guinness. Alors je sais pas si tu réalises, mais c'est vraiment une guerre simple et violente pour un bateau complètement détruit. Tu verrais, d'ailleurs je t'invite à taper sur internet la Calypso commandant Cousteau, tu verras les dernières photos du navire quand il était en France, parce que tu vas voir, on va en parler ici, il a vraiment eu une mort plus que symbolique, hein, parce qu'on va parler d'une mort pour ce bateau. D'ailleurs c'est triste, je trouve, comme je te l'ai dit tout à l'heure, voilà, tout ça parce que personne n'a parlé de l'héritage. Ici, je vais me concentrer sur le fait que le bateau a été non pas cédé, non pas acheté pour un dollar symbolique, mais entre guillemets prêté en échange de l'entretien. Et là, tu te rends compte ou tu comprends que finalement, l'argent, comme je te l'ai dit au début de l'émission, n'est jamais l'enjeu. Le commandant Cousteau a commencé sans argent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est hyper intéressant.
Je viens de te raconter toute une histoire autour d'un héritage. Et quelque part, indirectement, l'histoire du commandant Cousteau. Mais ce qui est extrêmement, mais alors à mon sens extrêmement intéressant, c'est que toute personne qui, au fil de sa carrière, se mettrait à gagner de l'argent petit à petit, comme a fait le capitaine Cousteau. Qu'est-ce qu'il aurait fait en fait? Toi ou même moi ou tout le monde. En fait, quelqu'un qui a une évolution dans sa vie va au fur et à mesure faire évoluer son train de vie. C'est-à-dire que ce que j'essaye de te dire maladroitement, c'est que tout au long de sa carrière, Cousteau, il a eu 1 million de fois, et encore je suis gentil, plusieurs millions sur ses comptes qui lui auraient permis des centaines de milliers de fois de changer de bateau. Or, il a fait un choix complètement différent, un choix à l'opposé de ce que la plupart des gens auraient fait. Il a choisi de transformer le bateau en un symbole, de garder le symbole jusqu'à la fin de sa vie, à tel point que le bateau est devenu au même titre que lui, une icône dans l'esprit de toutes les personnes qui ont suivi le capitaine Cousteau, dont je fais partie. Le bateau du capitaine Cousteau, il était mythique, il était en bois, il grinçait, je le revois encore pendant que je suis en train de te parler, ça faisait partie du mythe, c'était un vieux bateau, plein de fois, il y avait des bateaux 1000 fois plus beaux que celui-là, et pourtant il l'a amené à des endroits où il pouvait même pas aller. Je me rappelle même qu'une fois il était dans les glaces, et devant lui il y avait un bateau brise-glace, parce que son bateau brisait pas la glace, il aurait pu mais 100 fois le changer son bateau, et non, je sais pas si c'était volontaire, parce que venant du capitaine Cousteau, je ne crois pas qu'il y avait une volonté marketing, mais indépendamment de sa volonté, il a transformé une vieille bicoque en une icône, au point où aujourd'hui sa famille se bagarre pour l'obtenir. Et quelle catastrophe de voir qu'à l'arrivée, même ce symbole-là, il n'aura pas été honoré. Et je ne sais pas si tu te rends compte, parce qu'on arrive petit à petit à la fin de l'émission, mais au final, ça me fait penser à ces gens qui divorcent, qui ont un gamin, et qui se bagarrent pour la garde du gamin sous couvert du gamin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui divorcent et qui soi-disant veulent, comment je vais dire ça, pour le bien du gamin, prendre de l'argent à l'autre, alors qu'en fait ils sont en train de se tirer dans les pattes pour se faire du mal les uns les autres, et qu'au final le bien-être du gamin n'est absolument pas au centre du divorce. Alors que n'importe quelle personne intelligente qui divorce, elle devrait se soucier avant tout du bien-être de l'enfant et pas de ce que va avoir l'autre ou ne pas avoir d'ailleurs. Et là c'est la même chose. À vouloir, soi-disant, protéger le patrimoine, que dis-je, l'héritage du capitaine Cousteau, on ne se soucie plus de l'héritage du capitaine Cousteau, mais on se soucie de l'argent que pourrait encaisser la partie adverse. C'est ridicule, c'est triste, et ça ne me fait que te répéter inlassablement la même chose. Bordel, mais prépare tout ça, discute, assure-toi que les membres de ta famille, les gens qui t'entourent, connaissent ta volonté vis-à-vis de ton héritage, de sorte que il soit au courant et que ce soit limpide et clair pour tout le monde que le jour de ta disparition, tel élément qui est de la valeur soit conservé et tel élément qui n'a pas de valeur soit éventuellement dilapidé et voilà, vendu parce que pas important à tes yeux. Mais là, ce que je vois, c'est un gâchis monumental. Alors avant que je te parle de l'histoire maintenant, parce que j'ai fait des recherches sur la Calypso, tu te rends compte, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit mais c'est pas possible cette histoire. Même dans le film, c'est pas ressorti comme ça. Qu'a fait Francine? Ben, je te le donne en mille. Francine est comme cette femme ou cet homme qui divorce un peu amer et qui ne cherche pas le bien-être de son gamin, mais qui cherche à faire mal au travers de son gamin à son ex ou à son ex-compagnon ou à son ex-compagne. Et c'est vraiment pas beau. Écoute ça. Mais Francine, la veuve du commandant et sa légataire universelle, est bien décidée à ne pas laisser partir le bateau. Moi, j'imagine que dans son raisonnement, c'est je ne donne rien, même quelque chose qui n'est pas important, parce que si je commence à céder quelque chose, on pourra après s'en servir pour me faire céder sur autre chose. Voilà, donc je ne donne rien. Comme ça, je suis sûr d'être tranquille et j'ai la loi pour moi. La bataille pour la propriété de la Calypso, c'est un sujet très, très compliqué. C'est quand même une histoire qui a tenu 2-3 ans, avec beaucoup d'audiences devant la justice, beaucoup de menaces, beaucoup d'avocats. En 2005, Francine présente un document signé par la famille Guinness, la désignant comme gestionnaire du bateau, en tant qu'héritière des fondations Cousteau. Les marins ripostent alors avec un document des douanes qui les désigne eux aussi comme propriétaires. Ce qui est cocasse, c'est que comme on n'a pas accès aux archives, les seuls documents sur lesquels mes clients vont se battre,
ce sont les documents administratifs. Nous n'avons aucun élément, nous n'avons aucune mallette, nous n'avons pas les cantines, ça s'appelle comme ça, dans lesquelles il y a toutes les pièces. L'affaire va de tribunal en tribunal jusqu'à la Cour de cassation. En 2007, celle-ci décide en dernière instance que la Calypso appartient à Francine. Pour les marins, c'est un coup dur. Donc voilà, Francine Cousteau, on a récupéré la propriété pleine et entière, et c'était... alors ça aurait été génial si au moins à partir de là, elle en avait fait quelque chose d'utile, de productif, voilà, et faire revivre ce bateau. Mais je pense que Francine ne veut pas du tout que ce bateau vive, puisque ce bateau c'est Simone. Mon interprétation, je ne sais pas si elle est partagée par d'autres, c'est que ce bateau n'avait aucune raison d'y être attaché, et c'était trop de souvenirs attachés au passé qu'elle a voulu laisser couler. Après cette bataille judiciaire interminable, la Calypso est finalement remorquée sur un chantier en Turquie. Qu'est-ce qu'il fait en Turquie? Mais il est sorti finalement des eaux territoriales de la France et de la communauté européenne pour être en Turquie. Pour le laisser, c'est une épave. Ça, je suis prête à parier que, et je suis pas la seule, Calypso ne jamais plus ne naviguera, jamais. Calypso résume le destin de cet héritage. Alors l'histoire de la Calypso s'arrête en 1996 à Singapour. Finalement, une barge heurte la Calypso et le bateau coule à 80%. Donc ça, il faut comprendre que c'est pas un naufrage complet, hein. Le bateau n'est pas allé au fond de l'océan, en fait il était submergé, donc quand même enfoncé dans les océans, mais tractable et récupérable. Alors du coup, elle est renflouée et convoyée jusqu'à la France sous l'autorité d'Albert Falco, ce qui était un des anciens capitaines du navire et qui a manifesté la volonté que le bateau reste à quai en France. De là, elle est allée au port autonome de Marseille où elle a été remorquée jusqu'au bassin des chalutiers du musée maritime de La Rochelle où finalement on commence à la rénover. Pendant sa rénovation et suite, on va dire, à la bataille judiciaire qui a opposé préalablement, parce que ça commence par là, Francine Cousteau et Jean-Michel Cousteau, dont je te rappelle, on a demandé à ce qu'il ne porte plus son nom de manière commerciale, eh bien, la rénovation s'arrête. Et sans surveillance, faute d'argent, eh bien, le bateau recommence à se détériorer. Et puis là, il y a des intrus qui rentrent à l'intérieur, qui le volent, le vandalisent, mobilisent l'intérieur, enfin bref. À partir de là, on est sur un pillage littéral. Le bateau tombe en décrépitude. Et il faut que tu saches que la plupart des équipements, enfin tout ce qui avait été fait, a totalement été retiré. Et là, au moment où je te parle, quand le bateau est quasiment nu et complètement à l'abandon et quasiment détruit, mais flottant, on est en 2006. Alors je te passe entre-temps, bien évidemment, les rumeurs de vente de la Calypso. Juste pour que, information, hein, le bateau en l'état, donc de décrépitude, même pas complètement rénové. Là, on est en 2004, on fait un petit retour en arrière. Il aurait été vendu 1,3 million de dollars avec comme objectif de créer un musée aux Bahamas. Bref, on retourne maintenant là où on était. Donc 2007, la Calypso quitte le bassin des chalutiers pour être remorquée vers le pont de Concarneau afin d'être remis en état, en sachant qu'à ce stade, là, Francine, elle avait manifesté la volonté de peut-être faire rénover la Calypso aux États-Unis parce qu'en fait, elle avait réuni les fonds nécessaires pour sa rénovation et là aussi, elle avait en projet de faire un musée. Ce chantier naval se retrouve en Bretagne, donc c'est le Piriou. Et là, en fait, on a mandaté finalement des architectes pour le restaurer à terre. Sauf que là, en fait, non seulement d'un côté, il va manquer de l'argent pour la rénovation et du coup, ça va complètement arrêter les travaux, mais en même temps, les architectes qui avaient été mandatés par l'équipe Cousteau constatent des malfaçons dans certaines parties de la restauration. Donc, à ce stade, selon le Piriou, d'accord, les travaux supplémentaires non prévus par rapport au budget initial s'élèveraient à un budget total de 1 737 000 €. Sachant qu'au départ, on avait un montant estimé de 850 000 € qui n'ont pas été payés au chantier naval pour la rénovation qui avait déjà été effectuée. Et les chantiers ont assigné en justice l'équipe Cousteau. Alors à ce stade, qu'est-ce qui se passe? Eh bien évidemment, il arrive un moment... Alors il y a eu aussi, je préfère te le préciser, il y a eu aussi des requêtes qui ont été émises envers l'équipe Cousteau pour les appontements non rémunérés. Enfin, tu sais, en fait, quand tu mets ton bateau à quai, tu dois de l'argent à la capitainerie.
Et bon, en l'occurrence, c'était la Calypso, mais il y a de l'argent qui n'a pas été versé pour les différents appontements. Enfin bref. Toujours est-il qu'à partir de là, je te la fais très rapide. Le bateau, en 2012, est classé bateau d'intérêt patrimonial par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial. Le 17 septembre 2013, une pétition demandant le classement de la Calypso au titre de patrimoine national est mise en ligne. Le 6 janvier 2016, l'équipe Cousteau annonce sur son site internet la sortie de la Calypso du chantier de Piriou pour le premier trimestre 2016 et un financement qui a été trouvé pour la restauration avec un nouveau chantier naval en mars 2016 qui va s'occuper de la restauration et je te le donne en 1000. On part dans les eaux de Turquie, à İmzit. Donc c'est là où la Calypso va finir malheureusement sa vie. Et là, on annonce que le navire va être rénové pendant 2 ans avec un coût total estimé pour rénovation à 10 millions d'euros. Sauf que bien évidemment, l'histoire ne se terminera pas bien puisque pendant la rénovation, un incendie va consumer la coque en bois, parce que c'était une coque en bois, du bateau. Les pièces métalliques, machines, œuvres, passerelles, enfin bref, cheminées, tubes, etc. seront récupérables, mais tout le reste va brûler. L'incendie va littéralement détruire le bateau et au moment où je te parle, le bateau ne naviguera jamais plus et aura terminé sa vie dans les ateliers de Turquie, dans des eaux extraterritoriales de la France et de l'Europe, dont finalement il ne reviendra à mon avis jamais. On se retrouve dans une situation complètement rocambolesque où finalement il revient moins cher, enfin c'est moins coûteux de reconstruire entièrement une Calypso en partant de 0 à 9 plutôt que de rénover l'existante puisqu'on part d'un bateau qui a brûlé. Et le fin du fin, c'est qu'aujourd'hui les seules propositions viables qui restent pour les débris du bateau, c'est finalement de faire une biosphère fond marine en mode épave que tu pourras aller visiter au fond de l'eau. Ah ben on est vraiment super content. Hein. Merci pour la sauvegarde du patrimoine national. Tout ça parce qu'encore une fois, au lieu de s'intéresser à l'héritage et au patrimoine, on a été gouverné par les propres intérêts des héritiers qui voulaient tous peut-être transmettre et hériter, enfin transmettre l'héritage de Cousteau. Et finalement, nous nous aurons rien laissé. Moi, je trouve ça très triste. C'est une émission qui me donne beaucoup de nostalgie et qui me fait beaucoup réfléchir quand même sur la vie humaine. Parce que Cousteau, pour moi, c'est vraiment un petit peu le symbole de la France déjà, et puis le symbole d'une certaine France. Il avait la classe, il avait... Pourtant, ce bonnet rouge, il y a beaucoup de gens, quand il était vivant, qui se foutaient de lui, tu vois. Mais c'était un mec, il avait quelque chose, quoi. Il avait une prestance, il avait cette passion, ce truc qui brûlait en lui, tu vois, dans ses yeux. C'était vraiment... voilà, bref. Et au final, il reste quoi? Rien. Rien. Et le pire, c'est que, tu vois, ma fille ne connaîtra jamais ce mec, sauf si je prends les devants et que je lui fais découvrir. Et elle n'aura jamais accès à cette culture, à cette... Putain, il a créé un documentaire qui a eu la palme d'or au Festival de Cannes, quoi. Je veux dire, et c'est un Français. Aujourd'hui, vas-y, cite-moi un Français qui a la Palme d'Or au Festival de Cannes et qui a fait un bon truc. Parce que bon, on va dire, le niveau des films actuels, pourtant j'aime le cinéma, hein, mais c'est pas... Voilà, on est plutôt sur de la série Netflix qu'autre chose. Et encore, je trouve que on est plutôt dans le déclin du truc, quoi. On est le haut des séries, voilà, il serait temps que le cinéma se renouvelle un peu pour nous faire à nouveau rêver, quoi. Bref, je suis attristé. Vraiment, parce que c'est des souvenirs d'enfance qui ressurgissent en faisant cette émission. J'espère que je t'aurai mis un coup de remember. J'espère que ça t'aura fait comprendre que la notion de patrimoine et d'héritage, c'est vraiment pas qu'un avantage, hein, c'est le cas de le dire. C'est pas parce que tu hérites que tu as des avantages, c'est pas parce que tu hérites que c'est facile, c'est pas parce que tu hérites d'argent que tu vas réussir à te contenir et à penser à la transmission réelle de l'héritage. Et surtout, ce n'est pas tous les héritiers qui arrivent à faire perdurer le mythe. Là, on voit bien que le mythe est mort dans les mains de la mauvaise héritière. Je suis désolé, je la juge pas, elle a l'air très gentille. En attendant que si on la jugeait que sur ses résultats, aujourd'hui Cousteau en France n'existe plus. Je suis obligé de terminer en te disant que, à force de recherche, sur la fin de cette émission, tout en faisant les recherches en parallèle, j'ai retrouvé trace de la société, du trust plutôt, non, de la fondation américaine. La fondation américaine est active, je ne sais pas chercher les sociétés aux États-Unis avec leurs résultats, mais ça doit exister. Ce qui me perturbe, c'est que j'ai l'impression, alors là, ça serait le comble de l'ironie, ça me mettrait en colère. J'ai l'impression que la diffusion du contenu de Cousteau fonctionne à l'étranger beaucoup mieux que chez nous.
Alors franchement, là, ça serait la cerise sur le gâteau. Mais bref, rien ne me surprendrait. À mon avis, sur ce sujet-là, je me trompe. Je pense que tout est hermétique et conservé. Je pense qu'on est face à quelqu'un qui s'est mis en tête de tout garder et de ne rien transmettre. Et c'est très dommage parce que dans une ère où on nous parle, on a l'impression finalement aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression que la cause de la planète, la cause écologique est devenue plus forte. Le commandant Cousteau, au travers de ses péripéties, de ses aventures filmées, a bien plus œuvré à la cause que 80% des gens qui nous en parlent de nos jours, quoi. Et l'ironie, c'est que finalement, il n'y a aucun contenu de lui qui lui survit. Encore une fois, comme je te l'ai dit à un moment donné dans l'émission, sa chaîne YouTube, elle est ridicule, même pas, elle est même pas alimentée, alors qu'il y a matière à en faire 1000 d'émissions sur Cousteau. Il a tellement tourné. Déjà à l'époque, je me rappelle, il le disait lui-même, il disait « Vous ne voyez qu'une fraction de ce que nous filmons ». C'est-à-dire qu'il filmait tellement que je suis sûr que quelqu'un qui mettrait son nez, qui aurait la passion du truc, il pourrait faire revivre un truc d'anthologie, quoi. T'en penses quoi, Patrick ? Oui, je sais, Magnéto. Aujourd'hui, 22 ans après la mort du commandant Cousteau, Francine a conservé l'intégralité de l'héritage. Les projets Cousteau n'existent plus. Voilà, je crois que les derniers films qui ont été faits, il y avait Jean-Michel encore qui était aux côtés de son père à bord de la Calypso, et depuis, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, l'empire Cousteau est en déclin. C'est la chose la plus gentille qu'on puisse en dire. Et même s'ils ont été écartés de la succession, le fils et les petits-enfants du commandant Cousteau continuent aujourd'hui d'honorer sa mémoire et de transmettre leur héritage à leur manière. Si mon père était là, il vous dirait d'une part que les gens protègent ce qu'ils aiment et que nous dépendons tous des océans et qu'il est absolument indispensable de faire tout ce qu'on peut pour gérer notre système de vie qui sont les océans. Oui, Jean-Michel continue le travail que son père a lancé, sans aucun doute. Et je crois qu'il n'est plus le seul. Il y a aussi son fils, Fabien, il y a Céline, il y a Alexandra, il y a Pierre-Yves Cousteau aussi. Donc, l'héritage de Cousteau, il est formidable parce qu'il a légué à la fois le goût de la protection de l'océan et le goût de la beauté de l'océan à des millions et des millions de personnes. Et oui, c'est très dommage. Bon, j'ai rien à ajouter à tout ce qui vient d'être dit. Tu as Alexandra Cousteau, qui est une personnalité publique, qui est très active. C'est elle qui s'est vraiment mobilisée pour essayer de sauver l'histoire de son père. C'est tellement triste, je trouve, de gâcher comme ça un potentiel aussi énorme. Enfin, c'est même pas un potentiel, c'est un héritage. Hein. On parle d'un truc vraiment, voilà. Donc, moi, je t'invite à la suivre sur les réseaux. Vraiment, tu tapes Alexandra Cousteau, tu la trouveras facilement. Après, je pense que l'émission est assez claire. Le mot d'ordre, c'est discuter, parler d'argent, de votre héritage. C'est le meilleur moyen de ne pas le voir se dilapider. C'est extrêmement dommage de passer à côté de ça, quoi, et d'imaginer qu'en fait, en ne parlant de rien, tout va bien se passer. J'ai trouvé, en faisant des recherches, une phrase du commandant Cousteau, et il disait qu'en fait, Dieu n'avait pas d'héritier. Et en fait, il y a une réponse qui lui a été formulée, bien sûr, posthume, que je trouve très pertinente. Oui, mais Dieu n'avait peut-être pas 2 femmes et 4 enfants. Et c'est vrai, en fait. Et je pense que tu peux penser ce que tu veux de toi-même. Il y a un moment donné, il y a des gens qui te survivront. Et ces gens-là, en fait, c'est de l'égoïsme, déjà, de ne rien vouloir leur léguer. Moi, je ne comprends pas les gens qui ne cherchent pas à avoir quelque chose à léguer à leurs enfants. Punaise, aie une passion dans ta vie, alimente cette passion et lègue quelque chose à tes enfants. C'est génial d'avoir quelque chose à léguer. Et ensuite, deuxièmement, pense-y au moins d'en parler. Rester dans le silence, c'est tout sauf la solution, quoi. Voilà. Et il y a trop de gens qui sont silencieux vis-à-vis de l'argent par rapport à une pudeur qui est liée à leur éducation et que je ne critique pas. Mais combattez cette pudeur, trouvez les mots, discutez, ayez au moins en tête la volonté des futurs défunts, malheureusement, en souhaitant que ce soit eux qui partent. Parce que n'empêche que Cousteau, il a enterré un de ses enfants et je le souhaite à personne. Voilà. Donc ayez en tête les volontés des futurs défunts et essayez au moins d'honorer leur volonté indépendamment des différends que tu peux avoir avec le reste de ta famille.
Moi, je suis le premier. On a tous des différends avec notre famille. Ça ne regarde que nous. Quand il n'y a pas d'héritage ou que ta famille fait tout pour qu'il n'y ait pas d'héritage, bon, ben là, il n'y a pas d'effort à faire. Mais quand il y a un héritage, punaise, surtout là, ça n'implique pas que les héritiers. On est tous un peu les héritiers de Cousteau. Et on est des héritiers esselés parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du pur égoïsme. Mais bon, on est après tout tous gouvernés par nos intérêts. Moi, ma fille, elle ne peut pas regarder les aventures de Cousteau et j'adorerais les lui montrer. C'est un truc que tu peux montrer à tous tes enfants. Et aujourd'hui, il y a un vide béant. Et même s'il a transmis, comme ils le disent, l'amour de la mer, il n'est plus là pour le faire alors qu'il pourrait encore continuer de vivre. C'est très, très dommage. Bref, j'espère que le message sera passé. Alors, là où tu écoutes cette émission, comme d'habitude, laisse-moi des étoiles et un commentaire. Va sur Immobilier Compagnie, l'onglet formation et information, l'onglet livres, il y a mes livres, les coachings si tu veux un coaching. Et surtout, comme je te l'ai rappelé, il y a un séminaire qui est accessible. Libre à toi au moins d'aller voir le programme. Je t'assure, ça en vaut la peine. Je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec toi. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!